Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast 100% Comics où on se charge de vous faire découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. On est dans précisément le 4e épisode de notre série Annex Burn Baby Burn où on va couvrir la carrière de John Byrne, l'auteur légendaire, dessinateur, scénariste, encreur, tout ce que vous voulez, il l'a fait. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de son run mythique sur Captain America aux côtés de Roger Stern. C'est Roger Stern qui s'occupe du scénario sur ce titre sorti au tout début des années 80. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, je suis accompagné de mes comparses de toujours, l'inégalable Lord of Babylon. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Eh ben ça va bien et je ne dirais juste une chose, in Roger I trust. Voilà. In Rogers we trust. Également, à nos côtés, l'inusable Isaac, notre barman, votre barman. Bonjour Isaac, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis accompagné aussi de mon chat, qui s'appelle Kirby, donc en hommage au créateur de Captain America, et qui est en train de me déchiqueter le bras. Bravo. Way to go, Kirby. On aperçoit des pattes. Des pattes à l'écran. Oui, donc. Vous le savez, hein, nous on aime bien les comics des années 80, donc on va aller direction les années 80 pour vous parler d'un run légendaire sur Captain America, peut-être le plus grand run de tous les temps, je ne sais pas, on va peut-être vous spoiler la conclusion de notre analyse. On se retrouve en 1980, alors on est encore en pleine guerre froide à l'époque. Par exemple, le 4 janvier, c'est le début de l'embargo céréalier contre l'URSS. Les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Moscou seront boycottés par 56 pays. Les tensions sont à leur comble entre les USA et la Russie. Le 24 mars, c'est aussi le début de la guerre civile au Salvador. C'est aussi l'année de la mort de Tito. Le 31 août, par contre, on signe les accords de Gdansk qui autorisent l'existence des syndicats libres en Pologne. Enfin, une bonne nouvelle. Et puis, on retourne dans la sombritude le 22 septembre avec le début de la guerre Iran-Irak. Donc, voilà, des tensions, en veux-tu, en voilà, en géopolitique mondiale. D'ailleurs, en règle générale, c'est l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir aux USA et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni qui marque un peu le début de ce qu'on appelle maintenant la révolution conservatrice. Autrement dit, le début de la grande enfilade, quoi, si on veut. Une petite nouvelle, une bonne nouvelle. Le 1er août, Vigdis Finnbogadóttir devient la première femme présidente de la République d'Islande. Et ça, c'est pas banal. Qu'est-ce qu'on a ? Elle est parente avec Björk. Bah, sûrement, ils sont tous parents là-bas. Donc, sans vouloir être dans le cliché. En tout cas, au hit parade, en musique, on écoute Police avec Don't Stand So Close to Me, mais aussi Blondie avec The Tide Is High. ABBA est encore de la partie. Il y a un peu de disco encore qui règne avec Ottawa. C'est la fin de la queue de comète. C'est la fin du disco. Ouais. C'est la queue de la comète du disco. Ouais, J'ai été chercher le. Dis-nous, pardon, Isaac. C'est pas cette année-là justement qu'il y a la grande manifestation anti-disco où ils brûlent où tu es invité en fait à venir, je sais plus dans quelle grande ville, dans un stade, ils ont brûlé des disques de disco. C'était la manifestation Disco Sucks. Ça paraît très drôle comme ça, sauf qu'en fait, tu t'aperçois au bout d'un moment que c'est un truc de l'alt-right parce qu'ils supportaient plus que la musique soit faite par des non-blancs. Voilà. Oui, révolution conservatrice, donc. D'accord, ok. Le début des emmerdes. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, c'est Disco Sac, mais je crois que c'est, je sais plus si c'est 80 ou 81.
D'accord. Mm. Ouais, il y a un Roland un peu 1980, j'ai envie de dire, dans notre période En ce actuelle. moment, ouais, on est un peu. Ouais. Ouais. Malheureusement, que sur les trucs pourris. Ouais, Oui, voilà. c'est dommage, hein, j'ai pas vu de nouveau Blondie ou de nouveau Ouais, Police, hein. ouais. Mais par Ni le contre, la nouveau nouvelle Roger Margaret Stern et Thatcher, John Byrne sur non, Captain non plus. America. Ouais. Non, non. Parce qu'il y a plein d'autres trucs cool hein, dans les années 80 au niveau ciné, Ouais. c'est blindave. Hein. On a Raging Mm. Bull, Elephant Man, l'Empire contre-attaque, Shining, Pulsion de Brian De Palma, y a-t-il un pilote dans l'avion, il y a tout. Il y a tout. Ouais. Ouais, mais cette année, nous, on a Super Mario et Et les 3 mousquetaires. Les trois les 3 mousquetaires. mousquetaires. Wouh! Chacun Ouais. sa croix. Ouais, l'Oscar est remporté par Kramer contre Kramer. Tiens, Ouais, ouais, avec face à Vol. Raging Bull. Ouais. Ouais, voilà. ça, Raging Bull. T'as Raging Bull à côté, t'as Kramer contre Kramer. À qui on va donner l'Oscar? Voyons Tu voir. m'étonnes que Scorsese, il est sombré dans la drogue. Mais enfin! Ah ouais, mais ça devait parler à beaucoup de gens qui étaient décisionnaires à l'époque. Cette histoire Les de jurés devaient être le divorcés. connard de Youpi qui se retrouve père divorcé. Palme d'or ex aequo pour que le spectacle commence de Bomfos et Kagemusha, Oh, l'ombre même du les Palmes Goubrier d'Or, de ils tuaient. Ozawa. Ouais, ça tue sa mère hein, cette année-là. Ouais. Le César, par contre, est attribué à Theiss de Roman Polanski, César du meilleur Pareil, film. c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà, beaucoup de décès. Alfred Hitchcock, par exemple. Ouais, Le Roland Barthes, le sémiologue. Jean-Paul Sartre. Henry Miller, le romancier aussi, décède. Jean-Paul Steve Sartre, McQueen, humoriste. célèbre Sa femme, humoriste. Madame Sartre. Avec sa Madame Ouais. Sartre. Joe Dassin, Tex Avery. Ouais, Joe c'était le Dassin début de la aussi, fin. la même Joe année. Dassin, Je croyais qu'il était mort plus tard, tu vois. Ah ouais, moi plutôt. Ouais. Non. John Tex Avery, Lennon grand aussi. philosophe aussi. Ah Ouais, oui, grand John Lennon, ouais, philosophe. 80, ouais. Oui, Aussi oui, John Lennon, lui. le Ouais. gymnaste. Et Jesse Owens, le poète. Ouais. La naissance de Christina Aguilera, hein, mais aussi de Ryan Gosling. Et aussi de Martin Higgins, hein, bande de petits coquins. Vous vous souvenez de Martin Higgins? Non, Pas du tout. Le le nom me tenniswoman. dit vaguement. Ah, ça y est. Voilà. Voilà, je crois on a bien planté le décor là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. On va peut-être venir Que je au comprends, centre du que je sujet. j'en pense que je comprends pourquoi on se plongeait dans les bandes dessinées à cette époque. Ouais, la réalité était bien difficile à supporter. Alors, ce run de Captain America qui a fait date, et ça couvre les épisodes 247 à 255, qui vont de juillet 1980 à mars 1981, et donc mis en vente d'avril à décembre 1980. En France, ça a été publié dans Captain America 1 à 4, d'octobre 84 à juin 85, chez Haredi, c'était à l'époque, ou Artimar Haredi, Ouais, je pense. arrête. Ouais. C'était Haredi. Donc au scénario, comme je vous l'ai dit, Roger Stern et John Byrne. Également John Byrne au dessin. Joe Milstein, dont on parlera, à l'ancrage. Les couleurs sont de Georges Roussos sur le numéro 247, le premier. Et c'est ensuite Bob Sharen qui prend la suite pour le reste du run. L'éditeur, c'est Jim Salicrup. J'adore ce nom. Et l'éditeur en chef, notre dieu à tous, Jim Shooter. Donc, première partie de notre analyse, le résumé. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas dû dire à haute voix, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe alors dans la série? Alors, on a au début une saga en 3 épisodes qui voit Captain America faire face à Machine Smith, sachant que l'intrigue débarre avec en fait le retour de comment s'appelle-t-il, ce baron, le baron von Strucker. Pardon, baron von Strucker est de retour, il est apparu dans les épisodes précédents. Et il va s'échapper. Captain America va tenter de l'intercepter et il va se rendre compte que ce n'est pas le baron von Strucker, mais c'est bien un androïde
à son image. Il va mener enquête, remonter à la cause de tout ça. La cause, c'est Machine Smith, un méchant qui est en fait une construction robotique, hein, qui a une âme humaine, un homme qui s'est transformé en machine quelque part, et qui est aussi un inventeur. Machine Smith va lui envoyer aussi l'immense Dragon Man dans les pattes à Captain America. Dragon Man qui est plutôt l'homme dragon, hein, qui est plutôt un adversaire des 4 Fantastiques. Et donc, bon, Captain America va remonter jusqu'à Machine Smith et lui faire son compte. Le numéro 250, ça tourne autour de la présidentielle et la candidature de Captain America. Les gens veulent voter pour Captain America. On va le démarcher pour qu'il devienne, pour qu'il se lance à la conquête de la présidence. Et il va nous expliquer pourquoi il refuse. C'est un épisode assez original, hein, quand même. 251, 252, Captain America affronte Mr. Hyde et Batroc. Mr. Hyde qui a engagé Batroc pour le libérer, le faire sortir de prison. Mais Mr. Hyde est complètement taré. Il veut sa vengeance sur son ancien compatriote, le Cobra. Il veut faire sauter la moitié de New York pour éventuellement réussir à dézinguer son ancien partenaire. C'est un peu beaucoup pour Batroc qui finira par s'allier à Captain America pour faire tomber le méchant Mr. Hyde. 253, 254, on touche presque à la fin de la série. Ces 2 épisodes qui tournent autour du Baron de Blood, le vampire. Captain America va en Angleterre, retrouver ses vieux alliés des envahisseurs, Union Jack, Spitfire, vieillissants l'un comme l'autre, qui affrontent le retour du Baron Blood, le Baron vampire. Un bel hommage à la Hammer, j'ai envie de dire, les films de la Hammer. On a un petit goût de fantastique anglais, gothique, qui se terminera dans l'extrême violence, hein, puisque Captain America sera obligé de tuer Baron Blood en le décapitant, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire avec un vampire. Et le 255 et dernier épisode de leur run, c'est un retour sur les origines de Captain America, les origines qui sont revisitées par John Byrne. C'est l'épisode qui fête les 40 ans du personnage. On vous expliquera pourquoi ça se termine un peu de manière abrupte, ce run de Roger Stern et John Byrne. Il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose. De quelle manière avez-vous découvert ce run de John Byrne? La parole est au Lord. Lord, C'est moi qui commence. Vas-y. Moi, je l'ai découvert grâce à un copain qui avait. Alors, je l'ai pas découvert avec la première édition en France, je l'ai découvert avec je pense, la deuxième. Donc, grâce à ce pote qui l'avait, qui était la collection Privilège chez Lug ou Semic, je pense Semic, Ouais. qui était donc une collection par souscription. Hein, Ouais. En gros, aujourd'hui, tu files tes sous sur Ulule, hein, mais à l'époque, Voilà. t'envoyais ton chèque directement et donc ils éditaient selon je pense, le nombre de commandes exactes. Du coup, ils avaient réédité donc tous ces épisodes dans cette collection, collection Privilège, Captain America. Et donc mon pote l'avait et un jour, je lui ai emprunté et je me suis bien mangé la face parce que faut savoir aussi à cette époque-là, les éditions Ready s'étaient arrêtées. Au niveau super-héros, on n'avait que tout ce qui était publié par Semic et donc c'était que du Marvel. DC, alors en kiosque, on n'en avait plus du tout. On en avait déjà très peu et même quasiment même pas de DC en librairie, enfin à part quelques trucs chez Édition USA, voilà. Et Captain America n'était pas publié régulièrement. C'était pas une série qui était publiée. On avait moi, j'avais lu des trucs dans Strange Special Origins, donc il y avait des épisodes. Notamment, ils avaient réédité des épisodes de Kirby. Un qui m'a toujours halluciné encore aujourd'hui, qui est Cap contre Crâne Rouge, qui a subtilisé le cube cosmique. Et c'est une bataille monstrueuse entre Cap et Crâne Rouge, qui a tous les pouvoirs sur une île. Enfin voilà, pour moi, c'est un des sommets de Kirby, un des sommets de la série à l'époque. Et il y avait eu aussi une édition de quelques épisodes de la série. Donc à l'époque, c'était écrit par Mark Gruenwald et c'était Ron Lim qui dessinait. Et c'était les rues Street of Poison, je crois qu'ils avaient le nom. Et c'était paru dans Titan. Donc moi Cap, au niveau série, je découvrais comme ça. Et puis Cap, on le voyait dans Avengers, tout ça. Bon. Et bref, du coup, mon pote qui a ce bouquin-là, je le lis et je me prends vraiment là
Ouais, c'est bon, bah, John Byrne, déjà, bon, ça va, je connaissais, je maîtrisais déjà. Et putain, vraiment une claque de. En fait, c'était. Ouais, voilà. En fait, Cap, c'est ça, quoi. C'est Mm. déjà à Kirby, mais là, Cap posé un contexte, une époque qui me parlait beaucoup plus parce qu'elle était très proche de ce que je connaissais. Mm. Donc, les épisodes sont du début des années 80. Moi, je lis ça dans les années 90. Ça peut paraître long comme ça quand on se dit 10 ans, mais au final, c'est des époques qui nous parlent, quoi. C'est vraiment des trucs, c'est comme si c'était notre époque à ce moment-là. Donc voilà, Mm. c'est comme ça que j'ai découvert, moi, ces épisodes grâce à cette collection-là. Que bah, j'ai jamais retrouvé, moi, cette édition pour moi. Et du coup, bah, j'ai profité un jour que Panini l'avait réédité dans un petit volume bien sympa. Et puis voilà. Ah, il y a une Voilà, réédition voilà. chez Panini, hein. Oui, il Ok. y a eu une J'ai édition trouvé. il y a assez longtemps, je crois, au début des années 2000. Ils avaient une collection qui s'appelait Best of Marvel, du Mm. cartonné. Ils avaient aussi édité les premiers épisodes de Byrne sur les Fantastic Four. Je pense pas que Ah c'était oui, une édition qui était destinée à faire plusieurs tomes, mais voilà, c'est il me comme ça que j'ai semblait découvert. bien que je l'avais vu édité par Ça coûte, Panini, mais je ne le ouais, retrouve pas quand je ça, fais des ça coûte, recherches. ça coûtait 21 euros. J'étais en train de me dire. Ok. Voilà, il y a tous les épisodes, il y a une préface de Roger Stern qui Mm. est, je crois, une préface qu'il avait écrite pour l'édition TPB quelques Ouais, années c'est ça auparavant. doit être une reprise du Et TPB, ouais. Mm. ouais, voilà. Et ouais, vraiment pas mal. Moi, j'étais content de l'avoir eu à l'époque comme ça. Et aujourd'hui, je crois que les épisodes, je sais pas quand c'est qu'ils les ont réédités depuis. Je sais qu'ils vont être bientôt disponibles parce que au niveau de les intégrales Panini, on arrive à cette période-là. Je pense que la Mm. prochaine intégrale, c'est les épisodes sont C'est ça, dedans. ouais. Mm. Donc l'année prochaine. Voilà. Donc, en tout cas, moi, deuxième édition chez Semic, cette collection-là. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, ça y est, je viens Privilège. de. Les privilèges, voilà. Il y avait Mm. des super Mm. trucs, il y avait les Thor de Simonson, les premiers épisodes, les Nick Ouais, c'était vachement Fury, bien. les choses comme Ouais. ça. Mm. Après, ils avaient foutu les annuals. Je crois qu'il y avait Miller Mm. aussi, le Ouais. Bah, Wolverine de Miller, il me semble. Mm. il publiait les Voilà. premiers trade paperback de Ouais, ouais. Marvel, donc forcément vraiment les séries mythiques qui avaient cartonné en leur temps et qui étaient demandées par les fans, quoi. Avoir une belle édition de run prestigieux, ouais, donc le Wolverine de Miller et Claremont, des choses comme ça, et le Captain America, forcément, il avait sa place. Ouais, 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 Euh, totalement. Isaac, Moi, c'était la rencontre. dans les Captain America d'Aredi, donc la première Hmm. édition en France, sachant que moi, je lisais déjà les Captain America de la série d'avant, d'Aredi, Ouais, Aredi Artima, ouais. qui était dans des plus grands formats et qui était sur du papier un peu glacé comme ça. Et ce qui était, alors c'était toujours bordélique chez Aredi, Hmm. la publication. Et ils ont fait plusieurs séries Captain America. Notamment, moi, les premiers numéros que j'ai lus de Captain America, c'était la période de Steve Englehart des années 70, avec Sal Buscema, donc qui est quand même Mhm. enfin, un des sommets de la série, mais il y a beaucoup de sommets en fait dans la Oui, Ouais, série Captain America. oui, C'est oui. plutôt Bon, une bon. série de qualité. Hmm. Et j'ai lu, et quand j'ai lu cela, les Captain America, j'avais pas lu le numéro 1, pas celui avec l'homme dragon. Hmm. Mais j'ai lu le deuxième qui était donc le mercenaire et je sais plus comment ça s'appelle, le mercenaire et le monstre ou un truc comme Ouais, ça. Et le mercenaire et le démon, c'est ça, c'est ouais, le Mercenary and the ouais, Madman. oui. Et heu et c'était, Mr. Hyde et Batroc et je l'ai lu, enfin c'est Hmm. On l'a les lu jusqu'à épisodes ce là, que l'album que soit la couverture usé. Hmm. tombe et surtout encore pire l'épisode Souvenir et Souvenir et celui avec les Mhm. vampires. Le Souvenir et Souvenir, l'épisode avec l'origine de Captain America, c'était Ah, vraiment, Hmm. c'était Le must. le final parfait, ouais, Hmm. et c'est je pense que c'est la première fois que j'ai remarqué, le dessin de John Byrne. Alors que John Byrne, Hmm. j'avais lu les X-Men, mais Hmm. je pense que c'est la première fois où je me disais: «Purée, c'est vachement bien dessiné», c'est Mhm. vraiment comme ça que j'ai envie de voir, Captain America dessiné. Et à mettre en parallèle avec, à l'époque, il y avait les Teen Titans de George Pérez, Hmm. heu et les Ligues de Justice de George Pérez. Donc ouais, c'est un peu le moment où j'ai commencé à repérer un peu les dessinateurs qui me plaisaient le plus, Hmm. sachant que, ouais, quand tu es gamin et à cette époque-là, Pérez et Byrne,
c'est parfait parce que c'est eux qui dessinent le mieux les super-héros. Donc, Ouais, on peut dire que c'était une voilà. claque visuelle, hein, quand même. Pour Ouais, faire simple, ça se démarquait du reste de la production qu'on avait, qu'on avait sous les yeux, sans diminuer le talent des autres, hein, mais il y avait, non, là, on non, avait parce qu'en plus, ouais, la Captain concurrence America, c'était plutôt était bien ardue, hein. gratté parce que Mmh. parce qu'il y avait Mmh. on avait lu les salles Buscema, donc avec Ouais, Steven Gellhart et le retour de Kirby ouais. Mmh. dans, la bombe, Mad Bomb, la bombe folie Mmh. et Et puis c'était vachement bien aussi et puis, voilà, quand c'était pas eux, c'était Gene Colan, quoi. Donc ouais, ouais, oui, parce que je il crois y qu'on avait lu avait, aussi le Bucky, le retour de Bucky où tu t'aperçois que ouais. c'est un Oui. androïde et tout, Mmh. Ouais, non, Ouais, et ouais, il y a c'est quelques épisodes ouais, qui ouais. traînaient. Non, c'était pendant de nombreuses années, de toute façon, Captain America, c'était vraiment une très très bonne série, tant au niveau des scénarios qu'au niveau des dessins. Ça enchaînait les gros dessinateurs. Enfin, Kirby, il est passé 2 fois dessus en plus, donc Ouais. Mmh. ça donne un peu le 3 fois, niveau. si on compte 3 fois même, oui. Si si on on compte la création, puisque tu as eu mmh. la Ah période oui, de bah oui, création où il dessine avec Joe oui. Simon, Ouais, il ouais, revient dans dans les les années années 60, 40, c'est hein. lui Mmh. qui Mmh. relance, c'est lui qui relance, Captain America avec Tales of Suspense et Mmh. il revient dans les années 70 où là, il fait tout, il écrit, il dessine et il Ouais. édite, pour Mmh. des numéros qui ont été très décriés, que moi je trouve, super cool, moi. Hyper cool, So oui, oui. j Alors c'était hors du temps, mais c'était, Ouais, Ouais, mais c'était c'était. Quand tu reprends, pour le coup, c'est une série que je suis, moi. Je t'écoute toute cette période avec les éditions intégrales. Et c'est vrai que cette deuxième partie, beaucoup de monde m'avait dit ça, enfin décrié. mmh. Mais c'est vrai que c'est une série qui qualitativement est assez incroyable. T'as vraiment plein de grandes périodes, mais t'as toujours des flottements entre Ouais, certaines entre. périodes. Et du coup, par exemple, le retour de Kirby, tu vois, en fait, il arrive un peu après Engelhardt. Mais entre lui et Engelhardt, bah, il y a le flottement et tu vois Kirby qui arrive, qui expose tout, quoi. Il fait Mmh. vraiment son truc à lui, mais il le fait bien, quoi. Puis alors, la Mad Bomb, tu le lis pour l'encaisser, quoi. Moi, c'est vraiment le truc, tu te dis, waouh, il y a 50 000 idées, enfin, idées par Ouais. case, par Mmh. planche, tu le reprends et tu le reprends et tu te dis, ah ouais, mais oh, putain, non, c'est un truc de. Je pense que si un jour je devais tomber dans la drogue, ce serait, il faudrait que je me le lise à ce moment-là avec la. Je pense que c'est peut-être le truc qui fait que je tomberais dans la drogue pour vraiment le prendre comme il faut pour une expérience totale, la 2001, Mmh. l'Odyssée de l'espace. Enfin voilà, c'est assez incroyable, Ouais, quoi. ouais. Toute la démesure et le génie de Jack Kirby sur Ouais, cette série. ouais. Peut-être qu'on en fera une analyse un peu plus poussée, un de ces 4. Ouais. Heu, mais ouais. Donc ouais, ben, comme on disait, grande claque visuelle, déjà dans un premier temps. Et puis pour en revenir au titre, je pense que dès les premières pages, on est happé par la mise en scène de John Byrne. Là, on arrive directement dans New York avec, Captain America qui fait en quelque sorte son footing, enfin, tout est déjà posé, hein. Il va, je sais plus là, il doit aller il a rendez-vous avec le Shield, donc Ouais, Ouais. il fait, Il voilà, traverse tout New York, il est voilà, sur le pont de Brooklyn, ouais, parce qu'il voilà, ah, habite c'est génial. Brooklyn à l'époque. ouais. Alors ça, c'est aussi un des points forts de la série, de s'ancrer, dans le New Ah York avec, oui, une ouais, complètement. représentation, quand même Mm, hyper mm. détaillée par Byrne des décors et cetera. Donc on est dans l'univers, new-yorkais, de plein-pied. Et voilà, et on est tout de suite dans le mouvement avec Captain America qui se balade, qui saute, qui va partir, donc dans cette intrigue avec le baron Strucker et remonter l'intrigue. Alors c'est super, moi je trouve le coup de mettre un un 1er méchant qui est une fausse piste, un écran de Mmh. fumée pour dernier à révéler un autre personnage. Enfin c'est un peu le comment dire? L'exemple à suivre quand tu veux démarrer un run sur une série de Mm. super-héros, hein. Tu le places tout de suite dans le contexte pour présenter un petit peu ses points forts, ses pouvoirs. Tu lances un personnage, un ennemi qu'on connaît déjà et finalement tu pars sur un autre truc avec en le faisant affronter des menaces qui sortent un peu de sa zone de confort, comme on dirait maintenant, avec des trucs comme l'Homme Dragon et Machine Smith qui sont un peu des personnages qui sont un peu hors de Mm. sa portée, théoriquement. Ouais, Hem, ouais et puis, il y a le fil rouge qui démarre dès le premier épisode des souvenirs de Captain Mm. America. ouais, il y a Puisqu'il ça vient de aussi. récupérer, Ouais. ses véritables souvenirs. Mmh. Oui, parce que Ouais, ouais. c'est un run qui, contrairement
enfin, en tout cas, pour l'époque, c'est pas du tout exceptionnel. Ça serait exceptionnel, je trouve, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une nouvelle équipe créative qui arrive, mais qui fait pas table rase de ce qui a été fait avant, qui part pas de zéro, mais qui reprend le contexte de plein de choses avant pour essayer de l'utiliser comme dans les éléments du récit de l'intrigue, et vraiment à différents niveaux. Par exemple, Stern et Byrne, ils ont mis en avant le côté un peu vie privée de Captain America. Donc on le voit dans l'immeuble, on le voit avec ses voisins et tout ça, on le voit dans son travail de dessinateur publicitaire. Mais ça, c'est déjà des petits éléments qui sont posés dans l'année précédente, quand c'était Mackenzie qui était au scénar. Et du coup, je trouve que voilà, ils ont pioché un des trucs vraiment intéressants, c'est-à-dire vraiment faire une vie privée à Steve Rogers, chose qu'on n'avait pas vraiment dans toutes les décades précédentes. C'est-à-dire qu'on avait Captain America, et quand il l'était pas, finalement, il était Captain America chez les Avengers, quoi. Ouais, Et ils avaient du coup, essayé de lui ouais, donner juste un emploi de policier à un oui, moment oui, donné, oui, mais qui ouais, fonctionnait c'était difficilement. Et ouais, la vie privée, bon, c'était avec Sharon, oui, avec Sharon ouais. Carter. Mais du coup, là, déjà, ils reprennent un élément de Mackenzie qui est vraiment pertinent pour le développer beaucoup plus. C'est une des choses que j'adore. Et l'autre truc super important, et là, pour moi, à mon avis, c'est le truc essentiel pour Stern, c'est de revenir aux origines de Captain America. C'est-à-dire que à peu près 2 ans avant ou 1 an avant, parce que Stern était l'éditeur de Captain America, et donc ils ont voulu réactualiser ou reposer les origines du personnage. Et on en verra peut-être dans le détail, hein, parce que je les ai un peu oubliés, mais en gros, Stern n'était pas du tout content de ce qui s'était passé. Ouais. En gros, on fait de Steve Rogers un fils d'ambassadeur qui s'est engagé après la mort de son frère tué à Pearl Harbor, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, tout un truc assez étrange pour quelqu'un qui aujourd'hui connaît les films ou les Captain America. Il s'est dit, ah bon, il y a eu ça? Oui, oui. Et du coup, dans le dernier épisode, avant l'arrivée de Stern et Byrne, il y a justement le fait que cette origine-là, en fait, vient de faux souvenirs. Et que Steve Rogers, en fait, récupère ses vrais souvenirs, mais avec un espèce d'amalgame où il sait pas encore trop qu'est-ce que le vrai du faux. Et du coup, le premier épisode et aussi ces premiers épisodes-là sont aussi destinés à se dire, bon allez, on va faire un travail, on va prendre ce qui est bon, on va reposer bien le truc, quoi. Et c'est super fort parce que, comme tu dis, les premières pages, tout se met en... Enfin, il y a une manière de poser la place, donc dans ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est faux dans mes souvenirs, et on l'intègre dans le New York. C'est-à-dire que moi, la première page de Steve Rogers qui court sur Brooklyn, qui traverse la rue, qui fonce vers le mur pour entrer. Tu reposes aussi Captain America dans un environnement urbain à fond. Et qui va être un peu, je trouve, un des leitmotifs de la série, c'est-à-dire vraiment comment... dans la série, c'est Captain America court toujours dans New York. Et parcourt de la même manière que Spider-Man parcourt la ville, mais avec ses toiles et en voltigeant. Là, il fait du, comment on appelle ça, du parcours, quoi, tu vois. Il saute, il grimpe et tout, et tu vois une géographie de la ville incroyable. C'est vraiment, voilà, les 2 premières pages, déjà, ça t'annonce tout. Enfin, tout. En tout cas, ça te capte tout de suite, quoi. Ouais, et puis on dit pas ça souvent sur Byrne, mais il a cette capacité justement à dessiner un environnement qui est complètement adapté au personnage dans lequel, enfin qu'il utilise. C'est-à-dire, il va pas dessiner les mêmes décors pour Captain America, qu'il utilise pas les mêmes décors qu'il y a Oui. dans X-Men, ou qu'il va utiliser dans les 4 Fantastiques. Son New York est pas le même que le New York qu'il va utiliser dans les 4 Fantastiques. Donc tu vas être dans d'autres totalement. quartiers, tu vas être dans les Captain America, il est très terre à terre, ouais, il est très dans des quartiers, on va dire populaires, quoi, enfin très urbain, puisqu'il y a cette super séquence là dans l'épisode où juste avant d'aller en Angleterre combattre le Baron Blood, il arrête un vol de spiritueux, un braquage, et tu vois que c'est dans une ruelle un peu pourrie, et franchement, c'est ouais, effectivement, l'ancrage de Rubinstein y est pour beaucoup, si on en parlera, Totalement. mais l'ancrage de Rubinstein, il donne vraiment une assise réaliste. Il y a un côté un peu direction photo, enfin vraiment quelque chose d'assez qui donne quelque chose de concret, et qui contrebalance bien en plus le côté un peu cartoony des fois des dessins de John Byrne, très dynamique. Donc en fait, l'alliance des deux, ça fonctionne super bien.
Et pour en revenir à cette idée de souvenirs, de faux souvenirs implantés, on a déjà en fait ce qu'ils vont faire avec Wolverine. C'est-à-dire Wolverine, il va s'apercevoir que pareil, c'est dans les vrai. années 90, on en parlait avec Larry Hama, il a des souvenirs qui sont implantés par les organismes, les organisations gouvernementales qui l'ont utilisé. Là, c'est en gros ce que Stern explique, c'est que l'origine que Steve Gerber lui avait donnée 2 ans auparavant, en fait, c'est des faux souvenirs que le gouvernement a implantés au cas où, durant la Seconde Guerre mondiale, il se fasse capturer par les nazis, que les nazis le torturent. Et donc, en gros, c'est des fausses infos. Voilà, c'est des fausses infos à donner Le contre-espionnage. au contre-espionnage, à l'espionnage nazi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand ils vont révéler les vraies origines de Wolverine, en gros, autant dans Stern et Byrne, dans Captain America, ils te disent ouais, non, en fait, cette origine-là, elle vous paraît complètement débile. L'origine où son frère est à Pearl Harbor, il est fils d'ambassadeur. C'est vraiment trop compliqué. Nous, on vous raconte la vraie. Et c'est vrai que quand j'ai lu les épisodes là, je pense que ça vous avait fait la même chose, mais tu dis ouais, c'est évident que Captain c'est faux. America, c'est un mec qui vient des bas quartiers de New York. Voilà, qu'il a été élevé par une mère célibataire, son père il est mort d'alcoolisme, enfin bref, il a vu une vie de merde, quoi. Il n'a pas eu une vie privilégiée avant de devenir Captain America, quoi. Et tu te dis, ouais, c'est vraiment cohérent en fait avec ce que tu connais du personnage et de la façon dont le personnage est élaboré. Et quand ils ont fait les origines de Wolverine, en fait, tu as exactement l'origine bidon qui est à l'inverse de ce que tu pensais. Toi, tu pensais que, enfin, je sais pas, Wolverine, moi, j'imaginais son passé, j'imaginais que c'était un trappeur, tu vois, vraiment. Et en fait, non, il t'explique que non, c'est un fils de riche. Ouais, voilà. Et c'est là où, en fait, tu vois aussi tu vois aussi le décalage entre. Et là, je reviens à ce que Ringside et toi disiez à propos de Stern sur Spider-Man, que Stern, quand il écrit Spider-Man, tu as vraiment l'impression que c'est Spider-Man. Enfin, tu remets pas en cause ce qu'il fait, en fait. Il fait jamais des trucs incohérents. Et pour moi, il y a la même chose avec Stern et Byrne sur Captain America, où en fait, tout ce qu'il fait dans les 9 épisodes et tout ce qu'on t'explique sur le personnage et c'est hyper cohérent avec Ils n'ont pas besoin de tordre le personnage pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Au contraire, en fait, ils créent leurs intrigues en fait autour de ce personnage qu'ils ont l'air de connaître, comme Stern connaît Spider-Man, comme Byrne connaît les 4 Fantastiques. C'est-à-dire quelque chose de vraiment cohérent. Et je pense que ça vient du fait que ce sont des auteurs, où on parlait de Michelini et Layton sur Iron Man, c'est des auteurs en fait qui ont grandi avec les premiers épisodes, en fait, en gros, avec les épisodes des années 60 des 4 Fantastiques, les épisodes des années 60 d'Iron Man et les épisodes des années 60 de Captain America, même si Captain America il était élevé créé dans les années 40, plus ou moins il est recréé dans les années 60, et voilà, le Captain America tel qu'on le connaît, c'est plus celui qui arrive dans Tales of Suspense. Et le fait d'avoir des auteurs qui, voilà, jeunes, ont grandi avec ces personnages-là, en fait, ils se les approprient. Et du coup, quand ils te les restituent une fois adultes, en fait, tu te dis, ouais, effectivement, c'est le Captain America, c'est le Iron Man, c'est les 4 Fantastiques. C'est pas une autre version, et c'est ce qui rend ces épisodes voilà, passionnants. D'autant qu'en plus, ils lui font affronter des personnages qui sont complètement, comme tu dis, hors de sa zone de confort. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin en fait de ressortir le Red Skull, ils n'ont pas besoin de ressortir pour la énième fois je sais pas qui. T'as pas MODOK, t'as pas voilà le baron. Le baron von Strucker, Strucker, ouais, voilà, voilà. c'est parfait, parce que le baron von Strucker, tu dis ouais, on va se retaper le baron von Strucker, et puis en fait non, Non. c'est complètement. Mais en plus c'est super bien fait parce que ça sort de la zone confort et pourtant c'est pas c'est pas illogique, c'est super bien. C'est pas genre on te balancerait pas Captain America face à Annihilus, tu vois. Quand on te le balance sur par exemple ma Machine Speed, justement on te le fait introduire par Strucker, et puis ça amène une intrigue qui est super dans le ton, parce que quand tu découvres la réalité du plan de Machine Speed, qui en gros en fait c'est un personnage qui est devenu cybernétique
à cause de la propre programmation qu'il a fait de ses robots et que lui-même est mort, et qu'en fait il recherche la mort, donc il fait comment je peux me faire tuer parce qu'on m'interdit de mourir, et il arrive à manipuler Captain America pour ça. Enfin, il y a un truc hyper dramatique qui fondamentalement est très fort avec le personnage, et de la même manière avec Mr. Hyde, c'est super parce qu'on t'oppose un fou total, enfin Hyde c'est quand même un taré de première. Face à Captain America, ça marche déjà bien, mais on te rajoute Batroc qui est aussi un de ses pour le coup, c'est un personnage vraiment Ouais. de la galaxie Captain America. Et le mélange des trois est super. Et moi, quand j'ai relu d'ailleurs les épisodes, je me suis dit, mais putain, Batroc, c'est quand même dommage contre le. Il y a du bois pour en faire, pour le travailler, pour aller dans une espèce de code. Il y a un code de l'honneur chez Batroc Ouais. qui, à la fois, c'est un coquin, c'est un mercenaire. Enfin, le mec, c'est un Arsène Lupin, tu vois. Et je me dis, putain, j'ai pas souvenir d'un. Alors, j'avoue, avec Grunwald, je connais assez peu, beaucoup de périodes de lui. Mais je me dis, putain, là, j'avais envie de me dire, putain, j'écrirais bien sur un Batroc qui irait plus vers le héros et tout ça, tout en essayant de le garder des spécificités. Mais putain, ça fonctionnait bien, le duo Batroc-Captain America, tu vois, pour le peu que ça a fait de quelques pages. Ouais, il utilise bien Grunwald il y a un arc qui s'appelle The Bloodstone Hunt, où c'est une équipe de mercenaires. En fait, en gros, il s'est fait son kiff Captain America en Indiana Jones. C'est-à-dire que Captain America et une bande de mercenaires sont à la recherche de la pierre Bloodstone, la pierre de Ulysses, Ah oui. Ulysses Bloodstone, là. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, c'est les aventuriers de l'Arche perdue, quoi. Ils vont dans des pyramides, il y a des pièges. Et Batroc fait partie d'une équipe de mercenaires, et tu vois qu'effectivement, il y a toujours ce. Grunwald, il maintient plus ou moins le respect entre les deux, mais c'est vrai que généralement, quand tu le ressors, c'est les vieilles vannes sur les Français, et puis ça va pas. Alors, c'est Tu vrai vois, qu'il a Mark Waid, jamais j'aime été. bien son run, mais par exemple, quand il fait intervenir Batroc, c'est un combat avec OK, et en fait, OK, il arrête pas de faire des blagues sur Pépé le Putois et sur. Ouais. Et pour le coup, là, tu avais vraiment quelque chose, ce côté justement de te dire, ok, Batroc, c'est un ennemi de Captain America, mais il a certaines limites qu'il ne franchira jamais, Ah, j'adore que le Hyde personnage à cause franchit. Voilà. de ces épisodes-là, ouais. C'est Ouais, vraiment. Ah oui, il a jamais été aussi cool que dans ce run-là. Et, ouais. et moi, je le Avec mettais son du coup très haut assistante. dans l'univers Marvel pendant longtemps. Ouais. Batroc, Avec son parce que- assistante. Avec Ah oui. l'assistante Monique. Mathias. Et ces petits Mon pièges Dieu. à la James Bond là où. Ouais, c'est Ah trop ouais. bien. C'est, Et Non, non, justement, il est jamais ridicule. Il est jamais, non, jamais. il est jamais ridicule, en fait. Et de toute façon, chez Stern, il n'y a personne qui est jamais ridicule. Non. Alors, même Non, quand mais il prend clairement. des personnages qu'on lui impose, on lui a quand même imposé Star Fox et il n'est pas ridicule. Non, non, Il faut le faire, ouais. Donc, c'est un peu Alors, il y a cette scène énormissime dans ces deux petits épisodes là qui tournent autour de Mr. Hyde et Batroc où Captain America est enchaîné au bateau et où il doit réussir à Ouais. péter les chaînes. Ça, c'est des trucs. Ça, les c'est toute moments la de mise en tension scène de comme John ça. Byrne de tension Ouais. qui rappelle un peu le passage mythique de Spider-Man là, par Ditko où il soulève l'immeuble qu'il a sur le dos, quoi. Ouais. Je me souviens d'un épisode aussi de Captain America de Marcel Buscema où il est sur un toit et en fait il a une potion à prendre parce qu'il vient de se faire empoisonner par un des membres de l'escadron de l'escouade des serpents là, la vipère, et il doit choper l'antidote, et c'est pareil, c'est hyper long et tout. Je me demande s'il avait ça en tête aussi, parce que j'y ai repensé en relisant. Effectivement, j'ai aussi flashé sur la séquence là. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'en parallèle, tu vois, il s'imagine les conséquences de l'explosion C'est atomique, superbe, et tu ça. vois à un moment donné l'appart de ses voisins qui est pris dans le feu. Ça fait un peu. Je me demande si Cameron a lu ces épisodes parce que ça fait très Terminator 2, tu sais. C'est ça. Tu retrouves vachement ces effets-là. En plus, on arrive dans cette période justement des années 80 où tu commences vraiment à avoir cette trouille du nucléaire, et tu revois aussi tu vois, cette scène, tu la revois dans le téléfilm, là, ce double téléfilm qui était sorti en 84 ou 85, qui s'appelait The Day After, qui est un téléfilm de Nicolas Meyers sur une attaque nucléaire sur le sol américain.
donc suite à un conflit entre Russes et Américains, et tu as la fin de la première partie. Tu vois vraiment la bombe atomique exploser sur différentes villes et tu vois les gens mourir. Enfin, tu vois des images affreuses et tu retrouves. Enfin, pour le coup, ces images-là, je serais pas étonné qu'elles les aient inspirées, quoi. C'était vraiment. Et tu retrouves. Enfin, déjà, avec cette image-là, plus les épisodes aussi de fin là, en Angleterre, tu as aussi toute cette proportion que Burn a avec Stern à l'horreur. Et Ouais. j'aime bien cette manière qu'il a de. Par, par petites touches ou vraiment par épisode, mais pour là, il y a toujours un coin de page où tu te prends une mandale bien horrifique, bien flippante. Et ça fonctionne Ouais, super bien avec Cap, quoi, encore. t'as vraiment un peu l'idée d'à chaque saga de changer un peu le ton de la série Mmh. pour taper dans différents genres. Ouais. Des Ouais. trucs plus urbains, du fantastique gothique à la fin, du truc un peu à la James Bond avec les Batroc et, euh, Bah, c'est et carrément Mr. Die Hyde. Hard, Là, hein. Je trouve ouais, c'est Die Hard avant l'heure, hein, en Mais fait. c'est ouais. ça, Tu hein. un peu tout ce qui va Mm, arriver avec tu sais, mm, Under mm, Siege, Mmh, mmh, Mort mmh, mmh. subite, ce genre où ouais. tu as un lieu clos, ils sont sur ce pétrolier là, et Ouais. puis Mm, il faut absolument neutraliser le méchant avant qu'il fasse tout péter. J'ai Et, trouvé que et, c'était. et c'est vrai que le côté derrière, tu le retrouves dans cette manière qu'il a de faire jouer Roger avec la ville, quoi. C'est vraiment, mm, c'est à moi mm, un des runs où vraiment euh, personnage et ville fusionnent vraiment. Où tu as vraiment, à chaque fois qu'il se balade, j'avais l'impression d'avoir la géographie de la ville. Mhm. Et puis tu as cette manière de poser des bâtiments, puis les lieux. Enfin, l'immeuble de Roger, tu vois, j'aime bien. En plus, tu mm, as des fins d'épisode où il te fait le plan de l'appartement. Ouais, mm, ça, c'est Et trop puis cool. Ouais. tes copains. Et mm, puis moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que tu as ce côté tu- de croire vraiment à ça parce que beaucoup d'épisodes où, dans les histoires, quand Roger se balade, en fait, ils font pas d'ellipse entre deux scènes. mm, Genre, Ouais. Roger enfin mm, Cap est dans la rue et le truc se finit, il fait bon, allez, on va voir ça, je vais enquêter. Puis 2 heures après, le voilà au manoir des Vengeurs. Non, entre les deux, tu vas le voir se balader pour aller au manoir des Vengeurs, par exemple, à essayer de faire ça. Il y a mm, souvent, tu vois, ce passage-là de parcours dans la ville et j'aime bien parce que c'est vraiment comme si on voulait que Captain America se réapproprie la ville. mm, Après un moment où on l'avait un peu. Ouais. mm, Il y a une manière, tu sais, c'est toujours un Cap, c'est toujours un personnage qui est idéalisé euh, mm, au sein même de son univers. C'est-à-dire que c'est vraiment. Quand tu es face à Captain America, c'est pas comme si tu es face à Spider-Man, tu vois. C'est mm. vraiment le personnage idéalisé au sein de l'univers et donc toi en tant que lecteur, seulement là, ils arrivent vraiment à lui. Non, en fait, c'est aussi un homme. Ça peut Mm. paraître un peu idiot, mais il t'arrive à te dire C'est non, un non, en homme fait, avant tout. c'est un Ouais. homme avant tout, Avec voilà, des besoins, hein. avec des besoins et des envies. Et, Et non, des non, mais rêves aussi. c'est ça. Mm. Et des drames. Bon, en fait, il arrive à trouver le juste milieu en gardant l'aura, mais tout en faisant se dire, ouais, mais en fait, il existe vraiment. J'ai du mal à Ouais, bien ouais. vouloir dire ce que je Bah, veux il dire. y a Mais la séquence où il arrête le vol de spiritueux, c'est quand même, il arrête le mec sans rien faire. C'est-à-dire, c'est Voilà. Mm. simplement, il se pose devant le type et il dit de toute façon, tu n'auras Ouais, aucune chance contre moi. ouais, ouais, Allez, Mm. donne-moi ton arme. Et Mm. le type lui donne l'arme alors qu'il peut tirer à bout portant sur ouais, Captain America. c'est ça. C'est pas un truc que tu aurais avec Spider-Man, quoi. Non, 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 Genre, exactement. euh, Alors ça, c'est trop une Exactement. séquence années 80, hein, le truc du ouais. le fusil à Bah, pompe pour à moi, cœur dans les pétroliers. pour moi, c'est la réponse un peu à Eastwood, enfin à Sigel Eastwood pour Mm. Inspector Ouais. Harry, tu sais, le Inspector Harry qui demande à l'autre combien t'as tiré, enfin tout ça. Et là, il Ouais. y a un côté plus pareil, enfin, je recule pas, je tourne pas, je me fous pas mon bouclier. Par contre, je vais te tendre la main à la fin. Et ça, je Mm. trouve Ouais. ça, c'est Et parfait, quoi. C'est vraiment ce qu'est Captain America aussi. ouais, et c'est un leitmotiv aussi dans la saga, qui est Mhm. que, parce que tu as le fil rouge des souvenirs, mais tu as aussi le fil rouge de Captain America, en fait, la question de prendre une vie ou pas. Parce qu'il est Oui, Mm. souvent totalement. confronté à Mm. il est confronté à ça avec Machine Smith, et il est confronté à ça avec le Baron Blood. Parce qu'avec Ouais, le ouais, Baron ouais, ouais, Blood, il est obligé de le décapiter, quoi. tout à Et fait. la question de savoir, en fait, lui considère, de sauver les gens comme la priorité.
C'est une bonne, je pense que c'est un bon run à faire lire à tous les scénaristes qui Mmh. pensent que Captain America, c'est un soldat, donc il doit tuer des gens. Heu, ce qui est pas du tout, déjà Ouais. le corollaire est un peu, problématique, mais en Mmh. plus, Si t'es un soldat, t'es un assassin. ouais, voilà, ouais, Je ça c'est pour les gens qui ont pas fait, de service Mmh. militaire et moi je l'ai pas fait, mais voilà, c'est pas non plus, tu te renseignes un peu pour savoir Mmh. qui, voilà. Et hem et je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant, en fait, la fibre morale du personnage, elle est traitée dans dans toute la, dans tous les épisodes. Alors que ce soit frontalement avec, justement cette idée avec Machine Smith, en fait, est-ce qu'il doit débrancher ou pas? Parce qu'il y a un peu un truc sur Mmh. Mmh. l'euthanasie Ouais. et en biais avec ce qu'on racontait sur Batroc et sa morale, où en fait Batroc, il sait que, en fait, il appelle Captain America à la Oui. rescousse, en gros, en le faisant, en convainquant, Mr. Hyde de le prendre comme monnaie d'échange, pour, Mmh. le chantage qu'il fait à la ville et parce qu'il sait aussi qu'ils ont le même code de l'honneur entre, Mmh. enfin qu'ils ont un code de Mmh. l'honneur qui est similaire avec Captain America. Donc ça, c'est intéressant en fait. Tu définis un personnage, mais par le biais de son ennemi, qui est aussi Mmh. quelque chose voilà, plutôt que de faire un gros monologue du Ouais. personnage, Tu C'est expliques ça. les tenants et les tu, aboutissants. Tu voilà, Et tu le fais par un biais détourné. et ça, c'est très fort parce que c'est très, pour le coup, je me faisais la réflexion il y a quelque temps, c'est très marvelien la définition des personnages par leur code de l'honneur et par leur Mmh. sens moral. Il y a quelques jours, on me demandait un peu des trucs sur les Gardiens de la Galaxie de fil en aiguille, je me faisais dire: «Mais en fait, ce qui est génial avec les Gardiens, mais Cap et tout ça et au final, les personnages peut-être Marvel, c'est que c'est des personnages qui sont souvent en dehors de la loi, mais qui ne sont pas hors la loi, qui en Mmh. fait, font le pas de côté et surtout, agissent toujours selon un code moral ou d'honneur qui n'est pas forcément en opposition à la loi, mais qui n'est pas forcément aussi la loi est stricte. Et typiquement, c'est Spider-Man, où Spider-Man est Mmh. considéré quand même comme hors la loi par les flics, mais toi, en tant que lecteur, quand tu vois ce qu'il fait, non, il l'est pas. Mais par Mmh. contre, il agit selon son propre code moral et d'honneur, ce que fait Captain America aussi ici. Et c'est aussi très, très Marvel. J'ai pas l'impression que d'ici, j'aime pas faire ce genre d'opposition, hein, et vraiment, c'est pas qualitatif. Mais j'ai toujours eu cette impression d'ici de personnages plus, plus dans la loi, bon, en dehors de Batman, mais Mmh. qui est là. Chez les personnages malins, j'ai toujours cette impression, peut-être parce que c'est des personnages des années 60, qui sont nés déjà dans un Ouais, contexte pas Mmh. où contestation, ouais. Ouais. voilà, Ouais. qui joue Ouais. là-dessus. C'est pour ça que la comparaison avec DC peut rapidement pas tenir, mais du fait de leur naissance sur les personnages marveliens, je trouve que c'est assez fort, enfin Bah, c'est assez ancré. Mmh. En fait, je pense que ça vient effectivement de la façon dont les persos ont été créés, parce que Superman et Batman, au tout début, c'est vraiment des hors-la-loi. Dans Oui, les premières c'est vrai, années oui, oui, c'est vrai. J'avais oublié pour Superman, ouais, sur les les premières 2 années, ouais. premières années de création et en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, comme les les éditeurs de comics sont pris à partie par des associations parentales, Mmh. ils sont obligés et en fait, DC est le premier à faire un code, interne d'autocensure Mmh. et c'est à partir de là que Batman arrête de tuer et Superman arrête de tuer et Ah qu'en ouais, fait, on c'est vrai. décide que les vilains ne sont Mmh. plus tués et c'est très rapidement, c'est 40-41 et c'est quand ils sont pris à partie par des associations parentales et ce qui est intéressant aussi, c'est que, quand ils recréent des personnages dans les années 60, Barry Allen, il est policier, Mmh. Hal Jordan, il est pilote, Mmh. Hawkman, il est policier. C'est Mmh. tous des gens qui sont un peu établis dans le statu quo, de manière à amener, quand même, en fait, l'idée que, ouais, ils agissent en dehors de la loi, mais c'est plutôt des personnages assermentés. Batman, à l'époque, il est, policier honoraire, quoi. Mmh. Ça, c'est dans 42-43, en fait, il devient policier honoraire de Gotham City et c'est très utilisé dans les années 60, pour justement se couvrir. Mmh. Et Ouais, Marvel, bah, ce qui est voilà. intéressant, Mmh. c'est que les 2 premiers personnages, tu as Namor qui est Mmh. contre, l'humanité, qui est parce que la civilisation, fait n'importe quoi, pille les océans Mmh. et la Torche Humaine, c'est un androïde et au départ, il fait peur, en fait, parce qu'il Mmh. il contrôle pas sa flamme et donc il est pourchassé et après, il devient flic, en fait.
Jim Hammond. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as ces deux personnages, et Captain America, bon, c'est un soldat, et puis c'est créé dans le contexte de la guerre, donc il y a encore autre chose. Mais par contre, dans les années 60, ouais, effectivement, ils reprennent un peu le côté monstrueux que tu as déjà chez Namor et la Torche Humaine, c'est-à-dire les 4 Fantastiques. Dans les premiers épisodes, ils sont pourchassés par l'armée à un moment donné. Ouais. Le Hulk est pourchassé tout le temps par l'armée. Spider-Man il est pourchassé par les flics. Les X-Men, ils sont détestés. Voilà, le Silver Surfer, dans Warlock, dont on parlait. Voilà, c'est des personnages qui sont. Ouais, il y a un côté un peu contestataire chez Marvel, mais avec toujours effectivement ce code de l'honneur qui fait que. En fait, Voilà. c'est les auteurs, ils ont déjà pensé. En fait, au-delà de ce que les critiques disent aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'ils représentent le statu quo, est-ce que ça représente des gens qui sont dangereux parce qu'ils prennent la loi entre les mains. En fait, ils ont déjà, t'inquiète, les mecs, ils ont déjà réfléchi à ça dans les années 60. Et en fait, si c'est la raison pour laquelle les gamins, ils adorent les comics de super-héros et surtout ces histoires-là, puisque c'est les histoires qu'on transpose dans les films, c'est que ça a déjà été réfléchi à la base, t'inquiète pas. Tu vois. Ouais. On découvre pas le il va inventer l'eau tiède. Hein. Voilà. On va pas inventer l'eau tiède. Mais encore aujourd'hui, moi j'ai vu là l'Humanité Magazine qui titre sur les super-héros. J'ai regardé en vitesse l'article, voilà, qui fait pas du tout. On peut compter sur l'Humanité Magazine pour être. Pour pas faire dans la généralisation à outrance. Donc il t'explique que le super-héros, c'est le symbole de l'individualisme américain. Ah bah oui, forcément. Et que, ouais. Mais après, tu lis l'article, c'est sur les films. Tu vois, oui, parce qu'il y a ce c'est complètement plus compliqué de lire les livres. Ouais, voilà. Et d'essayer d'expliquer, par exemple, que Captain America, ça a toujours été un comics plus progressiste que conservateur. Ça, par exemple, déjà, c'est quand tu commences déjà à expliquer ça à des gens, les gens te regardent avec des grands yeux parce qu'ils comprennent pas, en fait. Totalement. Le personnage, c'est un patriote, donc ça peut être que un truc de droite. La complexité. D'ailleurs, faut simplifier, faut caricaturer pour que les gens comprennent. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu le vois parfaitement dans l'épisode 250, quoi. Dans l'épisode l'épisode de présidentielle, oui, c'est de vraiment la présidentielle. Voilà, c'est la réponse est là, quoi. Parce que là, maintenant, ils ont fait le président. Alors, si on faisait une saga, hein, comme ils ont fait. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode, au départ, ça devait être en fait, en gros, ce qu'ils expliquent, Stern, c'est que Don Perlin et Mackenzie voulaient faire une saga où Captain America devenait président, en fait, en 80. Et puis que ça durait, et en fait qu'il était président des États-Unis. Steve Rogers était président des États-Unis, et il agissait en tant que Captain America. Et Stern, qui était l'éditeur, a foutu le projet à la benne en leur expliquant non, on peut pas faire ça. En fait, on peut pas. En fait, c'est trop compliqué. Ça ne correspond pas au personnage. Et en fait, quand Stern est devenu scénariste, Shooter lui a dit pourquoi est-ce que tu fais pas un épisode pour expliquer ton point de vue par rapport à cette demande. Donc Perlin et Mackenzie sont remerciés pour l'idée de départ, et tu as tout un épisode qui t'explique où et l'épisode, en fait, c'est intéressant parce que tu as l'impression que ça énonce une évidence, mais c'est vraiment bien fait, en fait, je trouve. C'est un épisode où il n'y a quasiment pas d'action. À part le début où il empêche une prise d'otage dans justement le QG du parti indépendant qui va essayer de le convaincre, en fait. Donc c'est un troisième parti, c'est un parti indépendant, c'est pas un parti qui essaie de présenter un candidat à la présidence de 80 qui ne soit ni républicain ni démocrate. Et le directeur de campagne dit mais de toute façon on est en train de faire des primaires entre deux mecs qui ressemblent exactement à des républicains et des démocrates, en fait. Il faut penser en dehors du moule, il faut quelqu'un qui vient de l'extérieur, il faut quelqu'un qui vient de... toutes les conneries qu'on entend aujourd'hui. Voilà. Et ils se disent, pourquoi pas Captain America, puisque Captain America, il symbolise le pays, donc voilà. Et puis c'est un capitaine, c'est un chef, tu vois. Et en fait, quand ils expliquent ça, en fait, tu vois que Steve Rogers, il se trouve ça complètement débile. En fait, il dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de moi? Enfin, ça marche pas comme ça, en fait. Et le discours qu'il tient, c'est très intéressant parce qu'il dit mais en gros, si vous voulez que le pays fonctionne bien, c'est
vous commencez par par le faire fonctionner. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne faire tout le boulot à votre place, Mm. arriver comme un messie et tout. Enfin, c'est parfait Mm. aujourd'hui avec le, le mythe de l'homme providentiel et le fait que, bon, nous, on est coincés pendant 5 ans avec, Mm. Mm. avec un On s'est forcené, fait, voilà. Je vous avais mais, parlé de l'enfilade, voilà. mais, Donc vous mais, savez pourquoi ça pique. mais c'est parce que ce genre comment dire, ce genre de situation, elle est voulue par les gens à la base. C'est parce Mm. qu'on a tellement mis dans la tête des gens qu'il fallait que tout soit entre les mains d'une même personne et que cette même personne, c'est elle qui allait faire la pluie et le beau temps, que maintenant, ben, voilà. Mm. Et ce qui est La nièce intéressant avec, intellectuelle. voilà, et ce qui est intéressant avec l'épisode là, c'est que il parle sur un point de vue, en fait, ils ont un personnage qui est à la fois un symbole et en fait qui est un vrai personnage. Parce qu'il a une vraie vie, Mm. Steve Rogers, en fait. Et Mm. Mm. dans sa vraie vie, il est dessinateur. Il n'est pas du tout politicien. Il n'est pas du tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a. Moi, j'ai les épisodes originaux, donc il y a les courriers des lecteurs. Et il y a un débat dans le courrier des lecteurs, puisque tu rappelais un peu la situation politique et historique des années 80. Et notamment, on est avec la guerre froide et avec la montée du terrorisme aussi. On a la guerre, on a le problème aussi des otages Mm. à En l'ambassade Iran. en Mm. Iran, des otages de l'ambassade américaine en Iran. Et dans le courrier des lecteurs de Captain America, à l'époque, il y a un débat sur est-ce que le comics de Captain America doit refléter ces événements-là, doit parler de ces événements-là, ou est-ce que, au contraire, ça doit être plus dans l'évasion Mm. dans le monde Marvel tel qu'il est. Mm. Tu vois que c'est très partagé entre les lecteurs, parce qu'ils font un sondage et tout ça. Et Stern, lui, il prend acte du fait là, de ce fait, et en fait, il explique, il dit, moi, j'ai des convictions politiques, mais je vais, comment dire, moi, je préfère parler par métaphore, en fait, dans mon comics, et je préfère en fait que cette série ne soit pas en fait ne soit pas en fait je vais pas faire de Captain America mon porte-parole en fait pour mes idées politiques. Et il dit voilà, il a sa propre identité, il a sa propre personnalité. Et moi, je vais pouvoir parler de choses, mais je vais en parler de façon détournée. Et voilà, je trouve que c'est assez brillant quoi dans la manière Bah, de... c'est humble Mm. en plus. Tu vois. C'est ce qui C'est fait. humble et c'est ce Mm. qui fait que les épisodes, tu peux les relire aujourd'hui, Mm. tu vois? Et Mais là, à part la mode de l'époque, le reste, mm. ça Et là, tient, je quoi. pense qu'on est sur le point névralgique de qu'est-ce qui fait la richesse des Marvel Comics. C'est Ouais, précisément parce que les problèmes politiques et la scénarisation des comics est vue de ce point de vue-là, en prenant en compte comment ton personnage est placé dans tous les dilemmes qu'il peut avoir moraux, politiques, tout en gardant à l'esprit l'actualité. Et c'est ce qui apporte, je pense, la richesse aux comics Marvel. C'est pour ça qu'on les relit encore à l'heure actuelle, passé un certain âge, parce qu'il y a toutes ces richesses qui existent dans ces comics-là, ouais, qui sont qu'on retrouve pas forcément dans les autres productions franco-belges, ou toujours sans dévaluer ce qui se fait à côté. Mais quand on se demande, parce qu'on voit maintenant passer beaucoup de gens, ça devient la mode de critiquer Marvel. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'essence des Marvel Comics. Je pense que là, quand on explique ça et qu'on voit toute la richesse que peut avoir une saga anodine à la base de Captain America dans les années 80, qui est sur 5 épisodes, publiés sur des fascicules bon marché, qu'on réédite maintenant dans des œuvres cartonnées, etc. C'est parce qu'il y a cette richesse-là dans la construction des ouais, sagas. Euh, alors effectivement, tout ça, ça fait partie d'un grand tout. C'était des choses feuilletonesques qu'on ne retrouve plus maintenant, mais c'est bien pour ça, et pas juste parce que c'est des combats de super-héros, ou parce que ça retranscrit les archétypes, là, comme on dit. Voilà, Captain America, c'est un patriote. ouais, non, Iron Man, non, c'est non, non, un. c'est pas Non, du il tout y a, il y a ça, hein, beaucoup plus que ça derrière. ouais, C'est ouais. donc ce qu'on vient De toute d'évoquer façon, là. tu deviens pas accro aux comics. Très honnêtement, tu viens pas accro aux comics de super-héros uniquement pour les combats et uniquement Mm, pour cette question d'archétype ou de quoi que ce soit. C'est un mélange en fait d'inventivité des scénaristes, vraiment de grosses qualités d'illustrateurs des dessinateurs,
qui est de pondre de la page et de trouver en fait des astuces narratives et des astuces visuelles pour que tout soit toujours dynamique, Mhm. que tu n'aies pas l'impression de relire 400 fois le même numéro. Mmh. Et ça, mine de rien, en fait, d'arriver à rendre à faire de la production mensuelle, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et il y a cette idée aussi que tu es attaché aux personnages et à leur univers, quoi. Mmh. C'est le personnage effectivement de Steve Rogers, il est plus sympathique que si on l'avait fait comme un parangon de vertu et un porte-parole enfin, si c'était Captain Planet, tu vois, si à Mmh. chaque épisode, à la fin, tu avais une morale de blablabla. Ce qui est un peu, d'ailleurs, le scénariste d'après, qui est de Mathéis, qui tombe un peu là-dedans, je trouve, par moment, où il a Captain America qui passe par des espèces de placards de dialogue Mhm. où Mmh. il fait la morale à tout le monde. Et je trouve que c'est, en plus, avec un point de vue un peu vieillot, parce que je trouve que de Mathéis, il comprend pas trop le perso, en fait. Il en fait Mmh. un type un peu Et, ringard. Là, ce que j'aime bien aussi avec Stern, je finis juste là-dessus, c'est que ce que j'aime bien quand il décrit Steve Rogers, c'est que c'est quelqu'un qui a des goûts anciens, mais c'est quelqu'un qui a des goûts anciens juste parce que, en fait, pendant 40 ans, il a été dans un bloc de glace. Donc, en gros, Mmh. les trucs qu'il avait, c'est comme nous, quoi. Quand on était. Mhm. Il écoute les trucs qu'il aimait bien quand il avait 20 ans, tu vois, quand il avait entre Mmh. 15 et 20 ans. Et quand il avait entre 15 et 20 ans, c'est les années 30. Donc, en gros, il Mmh. écoute du big band, il écoute Mmh. du vieux jazz, et des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas capable, en fait, de comprendre ce qui se passe dans la réalité moderne. C'est juste que. Mmh. C'est juste que ses goûts, c'est ses goûts de quand il était gamin. Et quand il était gamin, Mmh. c'était les années 20 et les années 30, quoi. Et ça, il l'oublie pas, ce terme, tu vois. Il Mmh. fait pas un mec, en fait, qui est coincé dans en fait, il fait pas un mec qui a, comment dire, il a peut-être 80 ans, en fait, Mmh. dans les faits, mais il n'a pas vécu 80 ans. Il a passé Non. 40 Ouais, ans ouais. dans un bloc de glace. Donc, Mmh. et d'ailleurs, pour preuve, tu ferais pas un personnage qui serait soi-disant bloqué dans le passé, t'en fais pas un publicitaire, enfin un dessinateur publicitaire. Ouais, tout à Mmh. fait. Le mec, Ouais. est dessinateur publicitaire là-bas, c'est qu'il sait capter il sait capter la mode, le truc qui fera Ouais, vendre un bien truc, vu, hein. ouais. Ouais, ouais. C'est Mmh. et ça marche en plus, il vend ses trucs, hein. Et Mmh. pour revenir aussi à ce que tu disais sur Captain America et revenir à l'épisode de la présidentielle, c'est aussi un épisode que j'aime beaucoup parce qu'il montre une des grandes qualités de Steve Rogers. Enfin, quand on s'est bien écrit, c'est que c'est quelqu'un qui va défendre ses opinions, mais c'est quelqu'un qui écoute d'abord avant tout les gens. Dans cet Mmh. épisode-là, l'épisode il est composé quand même de gens, que ce soit dans son privé, c'est-à-dire ses voisins, et enfin tous ses voisins qui disent à Roger leur propre point de vue, et Roger Mmh. lui les écoute. Il dit pas forcément, il va jamais dire Ouais. son propre point de vue. Il va écouter, il va peut-être contredire 2-3 fois, il va poser des questions, et tu retrouves cette scène, tu retrouves l'équivalent quand Cap il est au manoir des Vengeurs, où tu as la Guêpe, Vision et Iron Man qui leur donnent leur propre point de vue, et tu vois, j'aime bien 3 points de vue vraiment différents, et de la même manière, il va les écouter, il va pas les contredire. Alors, il a un petit sourire moqueur, j'aime bien, je sais Mmh. plus avec lequel des trois, où il a un petit sourire moqueur, je crois. Parce que tu le vois, c'est super bien composé, en fait, tu vois, Mmh. Oui, tu vois son il est visage de de dos. face, et il est Ouais, de dos, ouais. Mmh. toi tu le vois de face, et tu vois l'autre personnage aussi de face, mais lui étant de dos, les autres ne voient pas sa réaction. Et c'est toi, Ouais. lecteur, qui vois la réaction. J'aime beaucoup. C'est quand la guêpe lui dit ouais, mais de toute Ouais. Mmh. façon, tu vas faire un meilleur politicien. De toute façon, eux, ils ne connaissent rien en politique non Oui, plus. c'est ça. Donc, tu peux pas Ouais. faire un plus mauvais job que. T'as Vision qui a le Ouais, côté puis ils ont lui analytique, dit, et Iron alors Man, du c'est coup, quand c'est même pas pour drôle. toi, tu Ah, Iron Man qui dit mais C'est arrête, toujours c'est un sympathique million. hein, chez Roger Stern, Mmh. la vision, parce que. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Et voilà, et lui, il écoute en fait. Finalement, le seul moment où il va dire véritablement ce qu'il en pense, c'est le discours de fin. Mmh. Mais tout le Ouais, reste de exactement. Ouais. l'épisode, il écoute les gens, il pose quand même, enfin, il questionne, en fait, il questionne, donc du coup, il voit un peu les limites, notamment de dire, mais tu fais confiance à quelqu'un qui porte un masque. Et d'ailleurs, c'est très rigolo aussi d'avoir à ce moment-là
mis enfin la réaction J'allais dire de Jameson Jameson, qui est meilleure qui est séquence, superbe, meilleure qui séquence. est génial lui-même ayant le dilemme parce qu'on sait très bien que Jameson, s'il y a un super-héros qu'il aime, c'est Captain America et du coup il lui pose un dilemme et c'est génial. Ça rejoint aussi ce que tu dis, c'est que même là on pose le dilemme, enfin on voit le dilemme de Jameson et du coup il est pas ridicule dans ce dilemme-là, se disant j'aime ce personnage mais par contre ce qu'il fait là, eh ben ça va contre mes propres idées quoi, et ma propre la réplique est trop idée. bon. Il dit ouais, s'il commence comme ça, regardez quand les stars d'Hollywood ils ont commencé à se présenter, ils ont tous voulu avoir un poste politique. Et les super-héros vont faire pareil. On aura Mister Fantastic comme gouverneur, on aura Iron Man comme sénateur. Et là, tu as Robertson qui lui fait on aura Spider-Man comme maire. Comme maire. Et tu vois Jameson qui part en vrille. Et tu as Robertson qui fait bon, je crois qu'on va pas le soutenir. Ouais. C'est super, mais en plus, je dis, quand tu sais que il y a donc 20 ans, on a Civil War, enfin, Iron Man qui est devenu carrément ministre, enfin, voilà, Jameson qui devient maire, pour le coup, enfin, à la limite, c'est un personnage, c'est pas un encapé. Ça tient encore, je trouve. Ça tient, Jameson ça fonctionne. parce que, mais tu vois, pour le coup, 20 ans après, bah, il se dit, tiens, on va faire peut-être ça, quoi. Iron Man, ministre, je crois qu'il est ministre secrétaire de la Défense à un moment, t'as des trucs qui fonctionnent pas au final. Ça, à la rigueur, encore, ça marche plus ou bien avec Tony Stark parce que Iron Man. D'ailleurs, c'est intéressant la réaction de Iron Man, c'est là où tu vois que Stern, il tient vraiment tous les persos. C'est que Iron Man, il lui dit ouais, mais faut faire gaffe, les politiciens, on sait ce que j'adore. c'est. Parce que lui, il a eu des problèmes justement. En fait, dans tout le run d'Iron Man, en fait, les épisodes d'Iron Man et notamment les épisodes où Stern était éditeur. Il y a ce problème en fait de lui, il a une technologie privée que le gouvernement essaye de mettre la main dessus. Donc ouais, il y a quelque chose de logique à ce que ça soit le personnage qui craigne un peu le gouvernement. Et si il peut avoir un poste au gouvernement, oui, voilà, c'est secrétaire d'État à la Défense, parce que comme ça, au moins, il sait que personne n'essayera de mettre la main sur sa technologie. C'est lui-même qui la donnera. Donc ouais, c'est pas trop déconnant. Illogique, effectivement, il y a des fois où tu te dis, tu vois, quand tu as Wilson Fisk qui devient maire de New York, pourquoi vous mettez n'importe qui maire de New York, tu vois, à partir du moment où ils ont mis Jameson maire de New York, tu dis ouais, n'importe qui peut devenir maire de New York. C'était bien une fois, mais c'est comme d'hab en fait, c'est bien quand c'est fait. Oui, il faut pas que ce soit tous les 6 mois. Voilà. Et pas tous les personnages qui y passent. Leur tourne, et on n'a pas parlé encore de la dernière saga qui tourne autour du Baron Blood et des envahisseurs, les anciens acolytes de Captain America, donc où Steve Rogers va partir en Angleterre pour aider ses amis qui sont les victimes du Baron Blood. Alors comme je disais, il y a une ambiance très film de la Hammer là-dedans. On est loin de New York, hein, pour le coup, avec une Angleterre un peu victorienne comme ça. Ça fait un peu carte postale. Hein, c'est pas le Londres des années 80 là, quand tu débarques, quand tu as l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Donc il va dans le manoir de son ancien compatriote, enfin de son ancien allié des envahisseurs, le Union Jack, qui est lui grabataire en fin de vie. Et qui a on va essayer de lui trouver un remplaçant quand même, tout doucement. Il y a un remplaçant qui se peaufine, mais qui n'est pas celui qu'on croit. J'aime bien d'ailleurs la progression. En fait, tu as l'impression que c'est le petit-fils qui va prendre la place. Mais en fait, c'est son meilleur pote qui dort avec lui. Voilà. Alors, moi, je t'avoue, c'est toujours cette période où j'adore comment on essaie de parler d'homosexualité sans le dire, parce que t'as le fait que quand il arrive avec son copain et que t'as sa mère supérieure et qui lui dit ouais, mais je sais pourquoi tu l'aimes pas, c'est parce qu'il est pas de la même classe que nous et tout. Je pense que c'est peut-être pas ça, quoi. Peut-être parce qu'on fait des matchs de lutte dans la chambre. Voilà, on peut pas vraiment dire que très clairement, ils avaient été conçus pour être un couple.
Et que à la dernière minute, ils ont dit non, tu veux pas nous mettre un dialogue où on comprend qu'il est avec la serveuse qui sert à rien là, Oui, Ouais. et tout, c'est vrai. parce que tu as le Il moment va dans parler le avec lui. pub où il explique qu'en Ouais. gros, il est fiancé plus ou moins avec, Mm. avec cette nana depuis des années. Et que, Voilà, mais ils n'ont pas ouais, consommé encore, mais ça Mais- ne saurait tarder. Va oui, falloir voilà. qu'il aille causer avec elle un Et peu, là, je tu pense. sens très clairement que ouais, Joey et Brian Foldsworth, c'était censé être un couple, parce que même dans les Mhm. répliques qu'il a, Joey dit ouais, de toute façon. Enfin, il y a deux trois, il y a deux trois qui sont pas en plus graveleuses en fait, qui sont Non, Non, du tout. c'est super bien faites de fait, hein, c'est façon vraiment. bien faite, C'est quoi. très Et en subtil. fait, qui aurait été totalement logique en fait Mais oui. bien Mm. Ouais, amené dans mais bon. Ouais, c'était l'époque qui était c'était Ouais, c'est ça. pas là pour le coup, Mm. qui était pas ouverte du tout, et notamment Mm. Shooter qui était pas du tout ouvert là. Je trouve que là-dedans, ça fonctionne du tonnerre, parce que ils prennent un perso dont tout le monde que plus personne n'utilise, et où tu sens que les lecteurs, ils ont quand même une affection pour, parce que moi, quand ils ont utilisé le Union Jack, moi je trouvais ça cool, quoi. Parce que je trouve Ah que bon, le on s'attendait à le personnage, revoir, hein. On l'a plus jamais revu. le Mais, costume, il est classe et tout. Alors ils l'ont Mm. utilisé, mais ils l'ont utilisé chez Marvel UK, donc du coup, ouais, Mm. il était un peu. C'est Et pour dommage. le coup, C'est Mm. et pour le coup, dommage, parce que tu sens que ouais, s'ils étaient restés un peu plus longtemps, je c'est pense qu'il ça. aurait rejoint les Avengers ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, Bird le reprend quand il fait Namor. Quand la série Ouais. Namor, Indiana Jones Il y a réapparaît. un costume Mm. immonde, Super. Immonde, oui. Non, ouais. je me rappelle plus. Tu vois, dans mon, ouais, Ouais. je garde l'idée Mm. de l'ancien, tu vois. Je sais pas, Mais c'est un costume que je pense que c'est les mecs de Marvel UK qui lui avaient fait, mais Mm. il a une espèce de proto ah costume de oui. Captain Captain Britain. Britain. Mm. Eh ouais, exact, Ils enlèvent exact. tout le côté classe Mm. du perso qui était. Moi, j'aime bien le côté mi-homme mystère, Mm. et puis avec le grand plastron. Et Mm. je crois que Mm. c'est. Brubaker l'utilise dans une des premières sagas de De Captain America. Captain America de Winter Soldier. Et, Ouais, et je crois, ouais. par contre, alors du coup, ils n'ont jamais utilisé le fait que ça pouvait être qui pouvait être homosexuel, parce que du coup, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, il se met avec Spitfire quand elle rajeunit. Mm. Donc Ouais. finalement, le problème C'est beaucoup plus glauque. Oui, c'est c'est plus glauque. Mm. finalement, je me tape ta mère, hein, tu sais. Mm. C'est Ouais, waouh. voilà. Ouais. Bravo. Quand Bien elle trouvé, est hein. revenue à 30 ans, Ouais, en fait, ouais. elle Mm. s'est dit, ouais, la différence de classe, c'est pas si. Mm. C'est pas si mal. C'est ça. Ça va. Je peux me permettre. Et bon, leur tourne. Hein. Alors, il faut aller au dernier épisode qui nous raconte l'origine de Captain America, revue et corrigée par John Byrne. Enfin, revue et corrigée, redessinée par John Byrne. Qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'était une claque. Encore Bah, une fois, je vais c'est. retilter, mais claque visuelle, parce que de revoir tout l'historique redessiné par Byrne, c'est quand même quelque chose. Et puis, il s'appuie Ah, aussi sur les points qui nous font rêver, hein, c'est-à-dire les. Alors, Ouais. il y a toute son enfance qui est hyper dramatique, Ouais. avec sa mère qui tombe malade, etc. Alors, c'est tout ce que vous voyez dans le film, le premier film Captain Ce que America. j'allais Ouais, tous dire, hein. les éléments Mais sont pris tout est là. tel quel, ouais. Mm. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Et puis la fascination sur le costume, le bouclier. On va nous expliquer pourquoi son masque change, pourquoi Il passe il du utilise un code. nouveau bouclier. Voilà, c'est Ouais, le génial, bouclier hein. triangulaire, moi j'ai toujours kiffé, j'ai Bah toujours oui, bien voilà. aimé. Mm, mm. D'ailleurs, le premier épisode commence avec le Ouais. Captain America qui retrouve dans ses vieilles affaires Ouais, le vieux bouclier, et qui le vieux l'utilise, bouclier, ouais. ouais, bouclier triangulaire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est raconté par Franklin Roosevelt, et Mm. que en Mm. gros, la base de la caractérisation de Captain America par Roger Stern, en fait, il a dit qu'il avait lu énormément de bouquins d'histoire sur comment les gens vivaient à l'époque de la Grande Dépression, et il avait beaucoup lu aussi sur la politique de Roosevelt, donc qui était une politique empreinte d'essayer un peu de résorber la grande crise par des aides sociales. Mm. Je précise, hein, La pour les gens qui pensent social-démocratie, que, hein, oui. ouais, je précise pour les gens qui votent aujourd'hui pour des gens qui détestent les pauvres et Mm. voilà, Macron, qui pensent hein, que si tu nous écoutes, va lire un ouais. peu de Roosevelt. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il prend ce personnage enfin, il prend ce personnage réel, historique de Franklin Roosevelt pour raconter
l'histoire de Captain America. Donc il arrive vraiment bien du coup à faire là encore coïncider l'idée mythique et l'idée réaliste et le Marvel Universe, puisqu'on va nous expliquer toute la... donc il explique notamment en fait la formule du professeur Erskine, donc la formule du super soldat, c'est un sérum et des rayons. Parce qu'en fait, il y avait eu deux versions en fait en bande dessinée. Une version où il buvait une potion et une version où il avait des rayons. Et en gros, Stern et Byrne, ils font les deux, quoi. Ils mettent les deux cases, c'est-à-dire qu'il prend une potion et après il s'assoit sur le siège pour absorber les rayons. En gros, ils disent que la potion, c'est un truc en fait, qui va lui permettre d'absorber les rayons, quoi. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que tu as un peu la séquence à la Superman de Richard Donner, où tu as la première sortie de Captain America, et ça va de plus en plus vite, en fait, au fur et à mesure du... Donc, tu as la première séquence où il est à moto, il défonce des espions de la 5e colonne qui veulent capturer un colonel. Ensuite, il va il retrouve en fait les commanditaires de la 5e colonne dans leur QG, et puis il les défonce, il se fait prendre en photo. Ensuite, c'est des gens qui veulent saboter une usine, et en fait, ça va de plus en plus vite. En fait, au fur et à mesure, tu vois qu'il est de plus en plus efficace parce que tu vois de moins en moins les combats, et en fait, la dernière, c'est juste les mecs qui sont en train de poser une bombe, et d'un coup, tu vois l'ombre de Captain America derrière qui... et ils expliquent que voilà, il a empêché l'explosion d'un barrage. Il a fait le job. C'est vraiment, c'est super dynamique, alors que ça fait que voilà, ça fait que 20 pages. Et il rappelle aussi que la création de Captain America se fait en fonction du Red Skull, du crâne rouge, qui devait être l'ennemi de la saga suivante, qui ne se fera pas. Ouais, c'est ça qui est dommage. Oui, pour être rapide, Jim Shooter ne voulait plus de saga en 3 parties. Ouais. Donc, il annule la saga qui était prévue, qui avait commencé à dessiner John Byrne, avec le retour du Red Skull. Et du coup, ça va pas plaire à Roger Stern et John Byrne, qui vont claquer la porte. Et ce numéro qui sera qui retrace l'origine de Captain America, ça sera leur dernier. Je crois que Roger Stern l'a même pas écrit, celui-là. C'est juste John Byrne, non? Non, c'est Stern qui l'écrit. Il l'a quand même écrit. Ok. Ah ouais. C'est Stern et Byrne qui... Voilà, et c'est ce qui mettra fin à cette saga. D'ailleurs, c'était un défi de Mark Grunwald. C'est Mark Grunwald en fait qui leur a dit tiens, pour les 40 ans, est-ce que vous ne voulez pas faire l'origine de Captain America? Et Sally Krupp, l'éditeur, explique que c'est toujours un bon plan en fait des épisodes d'origine, parce que tu sais qu'ils vont être édités plein de fois et que, ça va leur but, c'est l'origine définitive, celui-là. Ouais, voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y avait une particularité aussi, c'est que Byrne voulait que ces crayonnés ancrés, en fait, que ça soit fait un peu à la mode années 40, c'est-à-dire directement ces crayonnés ancrés sur la page. Et et en gros, ça n'a pas pu se faire. C'est ce que Robin Stein explique, c'est que en fait, lui aussi a ancré cet épisode parce qu'en fait, il est repassé sur les crayonnés parce que sinon ils n'arrivaient pas à l'imprimer en fait. Non, parce que je trouvais qu'il était quand même, le dessin était un poil différent que sur ça. Il est différent, voilà. Parce que Rubinstein fait pas le travail vraiment d'embellisseur qu'il fait sur les... Voilà. Il réancre sur les crayonnés. Ils ont fait croire à John Byrne qu'il le ferait, puis ils l'ont pas fait. Pour pas gêner son ego. Mais oui, Rubinstein, il dit que c'était compliqué de travailler. C'est pour ça que tu l'as pas revu avec Byrne. Il dit que c'était un peu compliqué de travailler. Pourtant, c'est un super duo. Ah ouais, c'est dommage, ouais. Il y a moins d'emphase sur les encreurs maintenant dans les productions actuelles. Mais Joe Rubinstein, c'était définitivement un encreur de grand talent qui était à la fois subtil et hyper efficace pour mettre en valeur les dessins. Il crée un lien. Sur les X-Men, il a été l'encreur hyper longtemps, je trouve. Il faisait le lien vachement... De mémoire, il a été l'encreur quand justement Byrne est parti, avec c'était Rossine. Et il faisait le lien justement au Cockroom et tous ces dessinateurs avant que Paul Smith arrive. Et tu avais une cohérence, t'avais vraiment une cohérence visuelle hyper bien.
Comment? de Paul Smith. Non, c'est Wiacek, l'encreur de Paul Ouais, Smith. ouais, Je ouais, sais plus ouais, si ouais. c'est Wiacek, Ça ouais, aussi, ouais. c'est un Ouais, grand ouais. nom aussi. Hein. Mais Rubinstein, c'était lui qui en créé tous les personnages de l'encyclopédie Marvel. Mm. Ouais. En gros, Alors, si vous il avez a. jamais vu l'encyclopédie Marvel, hein, c'est toutes les Oh, pages un super-héros avec une fiche détaillée des pouvoirs, la taille, le poids, leur origine, voilà, avec un dessinateur emblématique qui dessinait la pin-up en quelque sorte du personnage. Et ouais, tout était ancré par Joe Rubinstein. Ouais. Ouais, ouais. T'avais aussi les Et, bâtiments, ils te dessinaient le truc. hmm, Il y a pas longtemps, j'ai essayé de retrouver les. C'était sorti en France. Alors, on trouvait les fiches dans Trans Special Origin hmm. et ils avaient sorti aussi des petites compilations, là, ça s'appelait Marvel Universe. ouais. Et Par actuellement, correspondance aussi, je il crois. faut lâcher 200 balles, faut lâcher 200 € au moins pour essayer d'avoir Pour en avoir une. les 6. Non, les 6. D'accord. Et... Six Il y a pour deux 200 balles. omnibus, il y a 3 omnibus qui Ouais. sont sortis. Il y a le premier qui est la première version de 84. Il y a Mhm. la deuxième version qui est la version jusqu'en 88. Et là, ils viennent de sortir le update 89. J'ai les Mhm. deux premiers Ouais. omnibus et c'est une cure de jouvence en fait quand vous. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, là, Panini qui sort des omnibus Ouais. à foison, franchement, s'il pouvait, ce serait pas mal, mais alors je pense pas que ça fonctionne beaucoup, un Oh, Bah, le tu omnibus problème, comme sors ça. un. c'est surtout que faut payer la trad. Ouais. Ouais, Ah bah, il oui, y a en du plus, boulot. oui, Non, mais oui, c'est vrai, ouais, j'avais même pas vu ça, oui, en effet, la trad, elle doit être terrible à c'est faire, pas oui. la même Oui, oui. chose que traduire Ouais, ouais, Mm. ouais, c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, pourtant c'est assez évident, ouais. Mais on peut ouais. trouver, je pense, des traducteurs qualifiés pour ça. Et C'est clair. Mais il faut les payer ouais, non, après. mais ce sera un beau cadeau pour Noël. Hein. Putain, Ouais. Tu sors ça ça serait cool. en septembre, hein, tu peux être sûr que tu en vends une plâtrée pour offrir. En tout, Hein. en tout cas, moi, Mm. j'achète celui-ci. Ouais, clairement. Voilà, faut quand même qu'on parle des petites, des petits moments forts et des moments qui craignent. Un peu, parce que maintenant Mm. on a fait le tour un petit peu. On n'a pas parlé de Euh, Bernie Rosenthal. On n'a pas parlé Mm. de la ouais, Et si, création. et si Kitty Pryde avait 30 ans? Bernie voilà. Rosenthal. Exactement. Exactement. Et je Ouais, la kiffe. ouais. Bah, je crois que tu as Oui, bien oui. résumé. Ouais, il n'y a pas Mm, mieux. Ouais, ouais, ouais. mm. Moi, j'aime bien Bernie Rosenthal. J'ai toujours Ah, moi, aimé Ouais, Bernie clairement. Rosenthal j'adore. que- Mais parce qu'il n'y a qu'eux qui l'ont bien utilisé. Donc, ouais. Et mais d'ailleurs, toute cette partie où il essaye de se créer une vie privée, elle est vraiment très réussie, moi, je trouve. Ouais, Les petites ouais, soirées totalement. qu'il passe avec ses copains, ses voisins et tout ça, dans des petites soirées à la cool, je trouve ça à la fois réaliste et à la là fois encore, consistant pour le personnage, quoi. ouais, ouais, ce que j'allais dire, là encore, ça permet de crédibiliser le perso et pas en faire juste un symbole patriotique. Mm. Quoi. Mm, Ouais, mm, mm, mm. ouais, ouais. Parce que Et c'est. Bernie, moi, je la trouve super. Elle a Ah des bonnes bah oui. réactions. et, Ah oui, c'est sûrement le et- love interest le plus intéressant de toute la saga. On aime bien Sharon Carter, mais elle est Moi, pas très j'aimais bien réaliste, quoi. Diamondback chez Mark Ouais, Millar. Ouais, Diamondback, c'était sympa aussi, le fait qu'il sorte du ouais, rage d'une méchante. Ouais. Ouais, il a eu des love interest plutôt qualitatifs, hein, ce Captain America. Plutôt pertinent. Faudrait faire une émission sur les amoureuses des super-héros. Ouais, ouais, Les ouais. amoureux des super-héroïnes dans le Ou sens les inverse, ou amoureux les des super-héros. amoureuses de ouais. super-héroïnes De... qui aiment les Mm, filles et les amoureux de super-héros qui aiment les mecs, même s'ils c'est sont ça. 3 Voilà. et qu'il y Moi, a je voulais Northstar le. dans le rôle. C'est pour ça que le terme love interest est plutôt pas mal. Ouais, Ça Love résume un Interest, peu ouais. tout. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de genrer tout ça. Mm. Bon, un moment fort, un moment qui craint. Il y a beaucoup de moments forts. Hein. Ouais. Moi, je vais en profiter peut-être pour parler de l'origine de Machine Smith quand il se réveille et qu'il est face au robot. C'est une séquence qu'on retrouve quand même dans Robocop, le Exactement. premier. Hein, c'est un Oui. peu la naissance de Ah, Robocop. tu m'étonnes. Il y a quand même ça. Je veux dire, dans Captain America, dans ce run-là, tu as toutes les. C'est bizarre, mais tu as tous les grands passages des films d'action qu'on a kiffé quand on était jeune, quoi, et des films à grand Ouais. spectacle. Hein. Tu as du Spielberg, tu as du Verhoeven, tu as du McTiernan, tu as tout compris dans le run, quoi. Et ce petit passage en particulier.
En moment qui craint, qu'est-ce qu'on a qui craint comme moment? Je ne saurais trop vous dire. J'en vois aucun, moi. Moi, On voit pas franchement, trop, ouais, hein. je l'ai pas trouvé. Je ne sais pas, hein. Le Je suis en plan train de de repasser les planches là et les pages Ouais. et j'en vois pas. si, le look Ouais, de dans les- Machine Smith, hein. Ouais, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est pas eux qui l'ont C'est inventé, pas de ils leur font faute. avec. Mmh. Ils font avec. Puis l'homme dragon, il craint un peu aussi quand même. Mais on aime Ah, bien. moi je l'adore, l'homme dragon. L'homme dragon, c'est ton kiff? Ouais, j'aime bien, moi. Ouais, voilà. Bah, je sais Si je pas, devais si avoir vous une avez un homme. peluche, je voudrais la peluche homme dragon. J'ai trop envie de me lever dedans, en fait. Je sais pas. Mmh. Écoute, Moi, j'aime chacun bien Allez, le ses petits trucs. passage. Vas-y. non, vas-y, Ouais, vas-y, toi? vas-y. Non, bah non, c'était ton moment qui. Mon moment qui Ouais, craint? ouais. Il faut que. Si, Lord Fatsworth, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Ouais. Qui débarque en chaise roulante dans son costume de d'Union Jack, c'est un peu pathétique. C'est un peu trop pathétique à mon goût. Tout s'explique, c'est dans le scénario, mais l'image m'a traumatisé Moi, dans ma j'aime bien. jeunesse, je crois. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. De toute façon, j'aime bien le regard sur les vieux super-héros qui, à l'époque, Mm. change complètement du regard que Mais tu je as trouve sur que les c'était vieux un peu un vieux super-héros. connard, pour être honnête. Ouais. Il est fortement désagréable. Tu vois, j'aime bien quand même la façon justement dont il pète les plombs, mais en fait, c'est lui qui a raison. Parce que tout le monde le prend oui. pour Mm. un vieillard complètement sénile, et le seul qui lui parle et qui dit non, mais en fait, il a peut-être raison, c'est Captain America. Mm. Et c'est le seul qui Ouais. lui dit non, mais ouais, il est peut-être vieux, mais ça veut pas dire qu'il a perdu toute sa tête, quoi. Et Mm. c'est intéressant. C'est là aussi, voilà, c'est un peu le super-héros enfin la personnalité de Steve Rogers qui ressort. Moi, j'aime bien le regard qu'ils ont sur les vieux super-héros. J'ai l'impression que ça a influencé aussi Watchmen, parce que c'est la première fois qu'on voyait des super-héros vraiment grabataires. Parce que quand Mm. tu avais les super-héros chez DC du Golden Age, en gros, tout ce qu'ils avaient, c'était des tempes grises, quoi. Tu vois. Ouais. Mais Mm. sinon, la musculature est la même et tout. Et effectivement, là, Ouais. le moment où on voit Farnsworth qui est en chaise roulante avec son costume, en fait, il est tout maigre. Et Jacqueline Farnsworth, maintenant, elle est petite, puis elle a pris du poids. C'est ça, c'est Ouais. Non, mais pas comme on dit, l'habitude de voir ça. C'est ce que tu vas voir dans Mm. Watchmen. Et la Voilà. mise en couleur de Bob Sharen aussi, moi, je trouve qu'elle rappelle un peu celle qu'on va avoir de Johnny Higgins dans Watchmen, parce qu'il te fait des choses comme quand il va tuer le Baron Blood, et t'as les 3 cases, et en fait, t'as la couleur qui change complètement, tu vois? Ça passe de Ah, c'est superbe, ça. et en fait, c'est le genre de teinte, Elle est le genre de phénoménale, couleur cette que tu scène-là. vas retrouver dans Watchmen aussi. Mm. Je Mais ils sont pense que magnifiques, hein, Gibbons, ces il a dû voir quand même ces épisodes-là, Moore et Gibbons, ils ont dû voir ces Oui. épisodes-là, parce que même la façon dont ils utilisent l'environnement de New York, la façon dont où c'est ancré, plus réaliste, je pense que ça a dû quand même, voilà, ça a dû influencer aussi. Ouais, quand tu vois un peu la manière dont régulièrement dans la série, enfin dans les épisodes, les événements sont un peu commentés par les amis de Steve Rogers, ça fait un peu Ouais. penser Ouais. au Oui, puis tu as libraire le avec son micro-trottoir. Ouais. voilà, Oui, ouais, le exactement. Et micro-trottoir, tu tu vois? as le micro-trottoir avec, Ouais. lors des Ouais, puis le plan final des présidentielles quand il a l'écran géant derrière lui, tout à fait. avec Ouais. là on Et est dans le plan du Howard Chaykin presque. ouais, et puis le plan avec la caméra qui descend jusqu'à America, tu sais, jusqu'au panneau America. Ça, c'est Ouais. la dernière page, c'est le genre de Mm. dernière page que tu as dans un épisode de Ouais. Watchmen. Ouais. Ah bah, dans l'ouverture. Non. Eh oui, hein, les chiens ne font pas des chats, comme on dit. C'est ça. Alors je sais pas, est-ce que vous avez d'autres moments qui craignent ou est-ce qu'il y a d'autres Bah, franchement, moments qui dont on n'a pas craint, j'y arrive parlé pas. qui explosent, hein? Bah, Il y a moi, il y a le un vas-y. ouais, moi, je disais, un qu'on n'a pas parlé, vite fait, c'est dans justement dans le double épisode, donc avec le baron, Blood. Blood. La fin du premier épisode et l'ouverture du deuxième qui est vraiment du cliffhanger tel que je les kiffe avec Baron Blood qui va pour mordre Captain America, tu putain, il va se faire avoir et tout, et en fait ça reste comme ça à la fin de l'épisode, et ça reprend un mois après, donc avec
la même planche, le petit résumé, et en fait, il va pour le mordre, mais il y a la cote de maille qui fait que ça le sauve au niveau de la jugulaire. Et en fait, c'est génial parce que c'est tout con et tout. Et en plus, tu te dis, dans le dernier épisode, quand il parle des origines, il y a le fait qu'au début, il n'avait pas cette, Ouais. au niveau du casque, la protection de la jugulaire du coup. Et justement, ils l'ont rajouté à cause d'un événement, enfin, d'une des bastons. Et tu te dis, bah finalement, ouais, ça l'a sauvé après, quoi. J'aime bien ce genre de cliffhanger aussi. Ça fonctionne toujours bien. Tu te dis pendant un mois, tu sais qu'il va s'en sortir, mais ça fonctionne très bien. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on attendait un mois avant d'avoir un épisode à l'autre. Avant l'épisode. Donc tu pouvais patienter un bon moment dans le suspense le plus total. Bon, les moments qui craint, on n'en trouve pas, hein, on est désolé. Moi, j'aime bien le moment où il y a Batroc qui va à l'abordage du pétrolier. Et en fait, tu as tous les Oui. les marins qui sont en train de regarder la nana de Les Batroc nénettes. qui est en train de se pomper. Et Ouais. la nana sort l'écran surprise, vous avez été abordé. Ouais, Genre, ça c'est très bien. Ça, Ça c'est très excellent. très très C'est bien. excellent. Et il y a Ouais. aussi la scène où il vient sauver le maire ou je sais plus quoi, de la prise d'otage qui rappelle un peu celle de Robocop aussi, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. au début de l'épisode sur la présidentielle là. Ah oui, Comme je exact. disais, Ouais. toutes En les grandes traversant le scènes mur, d'action ouais. du cinéma sont dans ce run. Ouais, où il Ouais. traverse le mur comme ça. Ah ouais, totalement. Voilà. Si, un Bon, bah, moment qui voilà. craint, c'est que ça s'arrête au bout de 9 épisodes, C'est quoi. ça, c'est ce que j'allais Ouais, dire. voilà, c'est ça, le C'est que grand ça scandale en continue fait, pas. hein, parce que bon, sans de bois, bon, il y aura d'autres grands runs derrière de Captain America. C'est Jean-Marc Demathès qui reprend, Ouais, je crois pas longtemps avec après. Mike Zeck. Voilà, qui est plutôt renommé. Moi, je suis un peu d'accord aussi pour dire que c'est peut-être un petit peu surcoté, mais c'est quand même pas dégueulasse. Et puis après, je crois que c'est Mac Grunwald qui va prendre le titre Ouais. pendant une bonne dizaine d'années. Donc là, il y aura à boire et à manger dans le run de Grunwald. Moi, j'aime bien Il y a des aussi, hauts mais et des bas. voilà, il y a des hauts et des bas. Mais Suivant pendant qui est. longtemps, c'est très haut. Moi, Ouais, surtout quand il y a, j'aime bien moi quand il y a Kieron Dwyer qui dessine. ouais, Ouais, ouais. Bah, il y a toute la La saga saga du avec. Capitaine et ah, c'est super, ça gars ouais. du Capitaine. Ouais. Non, c'est sympa. C'est moins méticuleux, c'est des parfois plus maladroit, mais il y a du bon. Il y a du bon. Ça dépend qui est aux commandes. On nous a posé la question d'ailleurs. Qui est ce fameux Popo Caca dont on parle assez souvent? Bon, moi j'ai proposé s'il avait un visage, il ressemblerait un petit peu à Bob Arras, mais il y a un Il petit est peu de Popo multiple. Caca. Voilà, il est Voilà, multiple, il y a un petit Popo peu de Popo Caca dans tous les qui est éditeurs des années qui 90. voilà, qui ont suivi Jim Shooter, quoi. Enfin, ouais. Dans les années, oui, à partir des années 90, faut dire ce qui est. Il y a eu du grand n'importe quoi. Pensez à la Marvolution, comme on appelait ça, quand la Marvel a décidé d'envahir, de submerger les stands de comics en produisant un nombre incalculable. Et selon le veille. Hein, dont Poker. voilà, Sleepwalker par exemple. Pensez Ah, Sleepwalker, voilà, quand vous pensez Popo Caca. Comment il s'appelle l'autre Dark, je sais pas quoi là, Dark Oak. qui intègre les Vengeurs, Dark Oak, voilà. Et puis toutes ces variations sur un thème, War Machine, Thunderstrike et compagnie. Hein, vous croyez que c'est cool, mais non, c'était pas cool. C'était pas cool du tout. Fantastic Four, ces trucs comme ça. Fantastique. Voilà. Encore aujourd'hui, j'y Force. crois pas qu'ils aient fait ça. C'est Force. vraiment, c'est Force Force. Works. Ouais. Et encore, moi, Voilà. c'était un des premiers boulots de Dan Abnett, je crois, chez Ouais, Marvel. bah ouais, étonnamment. Hein. Ouais. Ouais, c'était pas. Non, mais c'est vrai Mais, que la direction éditoriale qui était un peu aux fraises, quoi. Ils étaient ouais. à essayer de rattraper cette image et Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Il y a eu l'effet image où c'est les dessinateurs qui ont pris le spéculation pouvoir. ouais, c'est pas génial, quoi. Voilà. En fait, Popo Caca, c'est un peu quand la faiblesse prend le. Quand on se laisse aller à la facilité, quand on est un éditeur et qu'on sort une bouillie C'est incroyable. l'archétype. Voilà. Pensez Saga du clone aussi, hein, que je vois beaucoup de gens essayer de nous faire croire que c'était l'alpha et l'oméga de Spider-Man. Non, la saga du clone, c'est de la merde. Hein.
Voilà, pour avoir tenté de La la. série du clown, par contre, c'est super intéressant à expliquer les mecs comment ils ont été dépassés Ouais. Ouais, par le. ouais. Ouais, Il y totalement. a un site internet qui raconte comment ça s'est passé. Ouais, où ils ont été, Mmh. en fait, devait y avoir une fin Mmh. et comme ça se vendait super bien parce qu'ils Mmh. misaient beaucoup Et il sur y la avait que collection ça. Hit et avec Ouais. ça, du coup, ils se sont dit: «Bah, on va continuer là-dessus, quoi» et ils ont continué trop longtemps, quoi. Ils ont continué jusque justement à épuiser un peu la patience des lecteurs, Mmh. heu, Il ne sauf que faut pas c'était trop faire. tard. C'était trop Oui, tard. oui, c'est trop tard. Les petits trous étaient enlevés et les Voilà. freins, les freins Quand les Et bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, hein, comme on ils dit. étaient dans la descente là. Voilà, étaient, c'est ouais. fini. Et le mur était en bas. Heu, Voilà pour ce qui est de Popo Caca. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions, hein, s'il y a des points obscurs dans ce qu'on a dit, si on a tendance peut-être à zapper des choses, qui sont peut-être pas très claires pour vous. Donc voilà, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast évidemment, même les mauvaises, j'ai remarqué. On est aussi sur YouTube, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit toujours, pour l'instant. Vous cliquez sur la petite cloche, vous serez averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Vous likez, vous partagez, hein, si vous avez des amis. Je sais que c'est dur d'avoir des amis en ce moment, mais bon, Comme on peut nous. y arriver encore et peut-être qu'ils seront intéressés de nous écouter. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, pas grand-chose. On va se retrouver, pour le Plein de Super, très bientôt. Vous avez une émission complète sur Armor Wars qui est sortie très récemment. N'hésitez pas à la checker si c'est pas déjà fait. Et on va revenir pour la suite de Avengers Rassemblement très bientôt, où on parlera de Rome, le chevalier d'espace. Donc ça, c'est pour très bientôt. Voilà, merci les amis d'être venus. Bah, merci. Merci à Et toi. comme on vous a dit, Captain America, c'est dispo très bientôt dans l'intégrale de Panini, si vous n'arrivez pas à le trouver autrement. Ouais, mais il me Heu, semble qu'il y a une édition où tous les épisodes sont à part, mais là pour le coup, je suis moins sûr. Il y a OK. il est aussi dans je crois dans l'omnibus Marvel par John Byrne. Ah exact. Ouais. Exact. Je crois il fait partie des épisodes qui ont été sélectionnés. Mais Ouais, ça a été doit y publié en avoir. français, ça? Ouais, le Oui, tome oui, oui. Ouais? OK. Tome il y 1. a 2 Et aux ben voilà. États-Unis, il y a 2 tomes Il y a 2 tomes? et Mmh. le tome 1 dans lesquels se trouvent les épisodes de Captain America John Byrne, a été édité en OK, français. voilà. C'est les dernières informations qu'on voulait vous donner. On se retrouve très bientôt. On espère que ça vous a plu écouter autant que nous enregistrer. À bientôt les amis. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.